Bonsoir déjà, bienvenue à tous. On enregistre. Bienvenue pour cette conférence sur Philippe le Bel. Donc vous allez voir que je vais détailler mon point de vue. Ça va pas du tout être une conférence exhaustive, mais avant de rentrer dans le sujet, on va donner déjà quelques prémices, quelques points d'introduction assez légers. Bon, déjà, le règne, c'est écrit sur la conférence, c'est donc de 1285 à 1314, donc c'est un règne presque de 30 ans, ce qui est quand même assez long parmi les règnes de l'histoire de France. Et pourquoi j'ai choisi de faire une conférence sur ce sujet? Non pas parce que je suis un royaliste comme Adrien Bozzi, mais parce que le règne de Philippe le Bel est très intéressant, parce que c'est l'un des règnes qui est le plus caractéristique de ce que j'appelle l'affirmation de l'État en France, qui est un sujet que vous connaissez peut-être au moins de nom. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être l'angle d'attaque de ma conférence. Mais je continue dans mes propos introductifs avant de rentrer dans le détail. Donc déjà, affirmation de l'État. L'État, c'est pas forcément l'État républicain, c'est l'État en tant que structure administrative. L'État, c'est l'affirmation de l'unité du royaume, une unité administrative et juridique sur tout le territoire. Et le règne de Philippe le Bel, c'est vraiment ça. Et donc, ce sera un peu mon angle d'attaque. Ensuite, attendez, je relis mes notes parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur pour cette conférence de trop écrire. Du coup, j'aimerais bien éviter de ne pas réciter, mais je vais faire ce que je peux. Donc voilà, je vais pas trop vous livrer le plan, je continue un peu dans mes propos introductifs avant de vous parler du plan, mais vous allez voir qu'en gros, cette conférence, ça va être l'occasion de parler du XIIIe siècle de manière générale. Je vais pas parler, si vous voulez, du règne de Philippe le Bel dans tous les détails. Il y a plein de passages que je vais à peine évoquer, que je ne vais pas creuser, parce que déjà, de un, ce serait trop long de tout faire dans le détail, et de deux, ça me semble pas le plus intéressant. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut parler du règne de Louis XIV pendant 4 heures, nous dire qu'est-ce qu'il a mangé ce jour-là, avec quelle maîtresse il a couché le lendemain, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de saisir les grandes dynamiques et de les analyser. Et donc là, la grande dynamique qui parcourt tout le règne de Philippe le Bel, c'est l'affirmation de l'État. Et vous verrez que derrière l'affirmation de l'État, c'est pas juste la volonté d'un seul homme, il y a un mouvement de civilisation et il y a un mouvement intellectuel. Du coup, on va beaucoup parler d'histoire intellectuelle de l'Occident au XIIIe siècle. Maintenant, je vais donner quelques éléments de contexte, parce que je ne vais pas non plus essayer de vous parler de Philippe le Bel comme affirmation de l'État, comme une espèce de sujet purement philosophique. Je vais quand même donner quelques éléments de contexte historique et géographique pour pas que cette conférence soit un peu évanescente, si vous voulez, pas, que ce soit pas trop vaporeux, que vous ayez un peu du concret. Bon, déjà, dans quelle France Philippe le Bel commence à régner? Je vais, dans la première partie, faire beaucoup de détails là-dessus, mais le contexte général, c'est que en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. En fait, l'affirmation de l'État sous Philippe le Bel, c'est pas le premier qui l'initie. C'est-à-dire qu'en fait, dès les débuts des grands souverains capétiens, il y a une affirmation de l'État. Donc, je vais revenir longuement ce que j'entends par État, vous allez voir dans le détail. Mais en fait, il faut retenir que sous le règne de Philippe Auguste, donc 1180-1223, le royaume s'agrandit considérablement, en s'emparant notamment du parti des terres de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, duc de Normandie. Donc déjà, justement, une grande partie de la Normandie est conquise. Avec l'agrandissement du royaume, l'appareil administratif se développe et les successeurs de Philippe le Bel vont continuer petit à petit à grignoter de grandes parties du royaume et à développer cet appareil administratif royal. Un appareil administratif que je vais détailler dans la conférence, ne vous inquiétez pas. Et donc, Philippe le Bel, des années après, lui, il est tributaire de tous ces souverains qui, depuis Philippe Auguste, ont contribué à former, du moins à poser les bases de l'État en gestation, si vous voulez. Donc, Philippe Auguste l'a fait, Louis VIII a un peu continué, avec notamment l'annexion du Languedoc. On en reparlera à l'occasion et ça fera le lien avec la conférence sur les Cathares. Saint-Louis a continué, Philippe III a continué, et Philippe IV, donc Philippe le Bel, et arrive un peu pas en queue de comète, mais il porte un peu la dynamique à son apothéose. Donc vous allez voir. Parce qu'en fait, à l'inverse de ses prédécesseurs, le règne de Philippe le Bel, à mon sens, il marque un véritable tournant dans cette dynamique de l'État, et je dirais même une radicalisation de cette dynamique. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Le territoire s'agrandit dans le nord, dans le sud, avec le Languedoc et le Toulousain, ça, je vous l'ai dit, et j'aurai le temps d'y revenir. J'avais envie de faire une espèce de préambule dans l'introduction sur l'affaire Qatar, mais je vais me retenir. Mais en gros, retenez qu'à partir de dès 1229, d'un point de vue juridique, la plupart du Languedoc rentre dans le domaine royal, mais c'est en 1271 que ça rentre effectivement, enfin que le Languedoc est cette fois-ci rattaché directement au domaine royal. Même si dès 1229, il est pas juridiquement, mais il est dans les faits en fait. Mais bon, ça c'est un autre détail. Je vous renvoie à la conférence d'introduction sur le mouvement Qatar, à laquelle je ferai un clin d'œil au cours de celle-ci.
Donc vous avez bien compris qu'avec cet agrandissement, l'appareil d'État il cherche à s'implanter dans ces régions-là, au détriment, et je vais vous le développer juste après, au détriment des prérogatives des seigneurs locaux, que ce soit des seigneurs laïcs, donc des seigneurs, des nobles, des ducs, des comtes, aussi bien que des seigneurs ecclésiastiques, donc des évêques et autres. Donc maintenant, je vais présenter, on est toujours dans l'introduction, ne vous inquiétez pas, mais la conférence va durer une petite heure, donc prenez votre temps, moi je vais prendre le mien. Je vais maintenant présenter quelques aspects psychologiques de Philippe le Bel avant qu'on rentre dans le plan détaillé que je vais vous exposer. Vous allez voir, ce plan va faire des déçus, hein, parce que je ne vais pas tout traiter et je ne vais pas forcément traiter les sujets auxquels vous vous attendiez. Donc, comme je vous l'ai dit, Philippe le Bel il règne de 1285 à 1314. Philippe le Bel, donc c'est Philippe IV. Hein. Le hasard fait bien les choses, c'est le fils de Philippe III, incroyable, et c'est surtout le petit-fils de Saint-Louis, un élément très important qui reviendra au cours du règne. Retenez ça, c'est vraiment le petit-fils de Saint-Louis, hein, et il va vraiment l'utiliser dans sa propagande, enfin dans la mise en avant de son règne, si vous voulez. D'un point de vue un peu plus personnel, pour rentrer dans la psychologie du roi, si vous voulez, on peut dire quelques éléments. Déjà, c'est un roi qui apprécie énormément la chasse. Vous allez me dire jusque-là, rien de nouveau, beaucoup de nobles, de rois aimaient chasser. Bon, lui, de manière assez maladive, en fait, parce que, comment dire, il y a plein de passages de son règne, et je donnerai des références bibliographiques à la fin de la conférence, il y a plein de passages de son règne où, en fait, des grands conseillers vont le chercher, c'est-à-dire, ils le cherchent pour lui dire, oui, oui, on a reçu l'ambassadeur de machin, il faudrait que vous veniez, et ils vont mettre 2-3 jours à trouver le roi, en fait, parce que machin, il est parti en chasse avec ses chiens, là, avec ses amis et ses chiens, et les conseillers font le tour des forêts d'Île-de-France pour le trouver, en fait. Donc, quand je dis qu'il chasse souvent, c'est-à-dire, j'ai plus les chiffres, mais il a passé, dans une année entière, par exemple, il passait minimum 4 ou 5 mois à la chasse. Mais il profitait en fait de ces chasses pour, entre deux parties de chasse, si vous voulez, aller dans un château d'Île-de-France et donc là recevoir ses conseillers. Mais il a vraiment passé une bonne partie de son règne à la chasse. D'ailleurs, la chasse lui sera fatale. Bref, là c'est un peu que vous vous rentriez petit à petit dans la psychologie du personnage, hein, même si on n'a pas, enfin on a des éléments pour dresser sa psychologie, mais on va pas faire une psychanalyse non plus, je vous rassure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour les quelques détails chronologiques? Oui, c'est ça. Alors, voilà. Maintenant, pour continuer un peu dans ce mini schéma psychologique, quelques éléments pardon, de sa situation matrimoniale qui va aussi revenir au cours de la conférence. Donc, Philippe IV, pour ceux qui le savent, il est marié à Jeanne de Navarre, d'où le rattachement de la Navarre au royaume, hein, vous le savez bien. Et Philippe le Bel, pardon. Donc, j'ai souvent alterné en disant Philippe IV et Philippe le Bel, mais ce sont la même personne. C'est le même roi. Le même roi, hein, ne perdez pas la boule. Donc Philippe le Bel a été, contrairement à beaucoup de rois avant et après lui, un mari fidèle. On ne lui connaît aucune maîtresse et on peut à ce titre, enfin, disons que son approche matrimoniale, elle illustre un peu sa manière de voir les choses qui était assez rigoriste en matière de mœurs et en matière de religion. Et vous verrez qu'en matière de religion, ça va être assez important. D'ailleurs, le décès de Jeanne de Navarre en 1305 va justement initier un tournant beaucoup plus religieux du règne et beaucoup plus rigoriste, justement. Où en fait, même si le roi n'était pas un grand sensible, on sait par les sources que ce décès l'a beaucoup affecté, étant donné que c'est la femme qui l'a aimé, qui lui a donné ses enfants et qui n'a jamais trompé. Donc, voilà. Et cette intransigeance morale, pardon, elle explique les châtiments, l'affaire des Templiers en partie, mais vous allez voir qu'il faut vraiment avoir en tête ces éléments psychologiques pour comprendre certains aspects de la politique de Philippe le Bel. Et cette intransigeance morale, pardon, je vais y arriver, elle est également à mettre en lien avec le fait que, bien entendu, c'est le petit-fils de Saint-Louis, et donc il a l'exemple de son aïeul. Voilà, retenez ça. Donc maintenant, j'ai terminé les quelques représentations d'usage, j'espère que la conférence ne va pas durer trop longtemps. Maintenant, on va rentrer dans les grandes lignes du fil directeur que je vais suivre au cours de cette conférence. Donc rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est que présenter chronologiquement chaque étape du règne serait trop long et trop soporifique. Alors, ce serait très intéressant, mais en fait, chaque sujet pourrait valoir une conférence à lui tout seul. Et donc, vous allez voir que je vais finalement assez peu parler de conflits au sens militaire, alors qu'il y aurait beaucoup à dire. Je vais à peine les évoquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas mon angle d'analyse ce soir. Donc, vous avez compris qu'à travers le règne de Philippe le Bel, ce que j'essaye de vous montrer à travers cette conférence, c'est la construction de l'État monarchique, qui est la base en fait de l'État moderne en germe et qui va continuer de s'affirmer dans les siècles qui ont suivi le règne de Philippe le Bel. Donc déjà, dans un premier temps, on va se pencher sur le droit et l'importance grandissante des légistes, qui est en fait une caste caractéristique du règne de Philippe le Bel.
Ensuite, on va parler des légistes, enfin de ces légistes, de leur importance et des conflits, des conflits que cela a suscité avec la papauté. Donc là, on va vraiment avoir une grande deuxième partie où je vais revenir sur les conflits entre Philippe le Bel et Boniface VIII, mais aussi derrière ces conflits, qu'est-ce que ça nous dit de la lutte symbolique entre la papauté et la monarchie capétienne. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment des arguments théologiques et philosophiques derrière, et que ça n'était pas juste un conflit de personnes, loin de là. Donc vous allez voir qu'en fait, il y a un jeu entre les attributs religieux, spirituels et le passage de l'un à l'autre. Mais je vais vraiment prendre le temps de revenir là-dessus, parce que c'est un peu le pivot de ma conférence, pour tout vous dire. Ensuite, on va parler de l'expulsion des Juifs par le roi en 1306, donc ce sera un peu l'occasion d'évoquer le statut des Juifs dans l'Europe médiévale. Ensuite, et là vous allez voir qu'on est en plein dans le sujet, on va parler de la réduction des privilèges, du moins des attributs caractéristiques de la noblesse médiévale en France, et je vais donner quelques exemples. Ensuite, on va revenir sur l'affaire des Templiers, mais ça ne va pas être le cœur de la conférence, hein, désolé, je vais quand même en parler parce que c'est important dans cette idée d'affirmation de l'État. Et enfin, et je pense que, bon là j'ai beaucoup moins écrit, donc ce sera beaucoup plus de l'improvisation, mais je sais ce que je vais dire, on va revenir sur quelques grands traits de la politique internationale et matrimoniale, donc je parlerai très brièvement de l'affaire de la Tour de Nesle, pardon, mais je vais aussi parler d'un peu de politique internationale, si j'ai le temps et l'envie, parce que j'ai pas pris de notes, je sais à peu près quoi dire, sur la fin de la conférence. Donc, politique internationale, vous allez voir, ce sera assez vite expédié, mais je vais quand même en dire 2 mots parce que ça me semblait important, même si ça rentrait pas directement dans le cadre du sujet. Et je vais aussi présenter, mais ça c'est dans la deuxième partie, mais juste pour que vous l'ayez en tête, quelques révoltes nobiliaires qui ont eu lieu à la fin du règne et qui ont suivi la mort du roi, le roi qui est mort le 29 novembre 1314. Donc voilà, l'anniversaire de sa mort était il y a peu. Donc à travers tout ce cheminement, j'espère montrer comment le règne de Philippe le Bel s'inscrit dans cette dynamique de l'Occident, une dynamique de construction de l'État. Donc maintenant que ces présentations d'usage sont faites, que l'introduction est faite, on peut rentrer dans le sujet. Et déjà, si on parle de droit et d'enseignement, on va forcément parler d'éducation, et donc d'éducation dans l'Occident médiéval. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment prendre mon temps. Retenez qu'en fait, l'un des plus grands centres intellectuels de l'époque, c'est Paris, c'est l'Université de Paris. Et que la matière maître, la discipline phare de cette époque-là, c'est la théologie. Pensez saint Thomas d'Aquin. Et retenez que tout au long du XIIIe siècle, l'Université de Paris recueille un certain nombre de privilèges et d'avantages octroyés par la royauté. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un statut particulier, l'Université de Paris, qui nous emmènerait très loin, qui est très intéressant. Mais en fait, elle était plus ou moins sous la direction de l'appareil ecclésiastique parisien, et que petit à petit, via les avantages que lui a octroyés la royauté, elle s'est petit à petit émancipée. Alors, c'est pas non plus devenu une université laïque, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais elle s'est affirmée en tant qu'institution à part, si vous voulez. Et c'est vraiment au XIIIe siècle que la royauté octroie de nombreux privilèges aux étudiants et aux maîtres de l'Université de Paris. Par exemple, on a, je vais vous citer un exemple, où les étudiants ou les maîtres qui sont sous le coup de la prévôté, donc de la police, si vous voulez, la police de l'époque, et en fait, grâce aux avantages octroyés par la royauté, les conflits et les beuveries entre étudiants étaient déjà monnaie courante à l'époque. Et bien en fait, grâce à la royauté, en fait, ils sont un peu protégés de ces conflits. C'est-à-dire que la royauté va un peu réfréner la prévôté quand il va s'agir d'emprisonner ou alors d'intervenir dans les conflits entre étudiants de l'Université de Paris. Par exemple, on a des cas vraiment où la prévôté, avant cette juridiction royale, intervenait, il y avait des rixes et ça pouvait finir en mort. Hein. Je ne rigole pas là-dessus. Hein. Bon, ça finissait pas en émeute, mais il pouvait y avoir des cas de mort, malencontreuse, si vous voulez. Retenez aussi que même si je vous ai dit que l'Université de Paris tend à s'affirmer en tant qu'institution autonome, elle est sous la protection du Saint-Ciel. D'où l'importance, évidemment, accordée à la théologie. C'est pas pour rien. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes de l'éducation supérieure durant le Moyen-Âge, le quadrium, tout ça, ça parlera aux connaisseurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on irait trop loin, on sortirait de la conférence, mais je vais quand même un peu me faire plaisir parce que j'aime bien ce sujet. Donc en fait, retenez que la part belle, je vous l'ai dit, c'est la théologie, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est aussi l'époque où on se réapproprie Aristote, pensez à saint Thomas d'Aquin. Donc la part belle, elle est aussi donnée à la logique, à la grammaire, d'où le renouveau intellectuel du XIIIe siècle, encore une fois, grâce à l'apport aristotélicien. Voilà. Et donc ce renouveau de la pensée théologique avec l'apport aristotélicien, c'est saint Thomas d'Aquin, bien sûr, qui vient en tête, mais saint Thomas d'Aquin, avant de venir enseigner la théologie à Paris, il a fait des études de droit à Bologne,
et il est venu dans les années 1250 pour enseigner à Paris. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, encore quelques mots pour vraiment que vous ayez une idée du climat intellectuel dans lequel Philippe le Bel va être amené à régner. Parce qu'en fait, il va hériter de tout cet appareil d'État, vous allez voir. Donc en fait, le développement et la réputation de l'enseignement de la théologie à l'Université de Paris, c'est une réputation qui date qui est de longue date, si vous voulez. En fait, la papauté, étant donné que la théologie était la discipline phare, que la papauté protégeait l'université, la papauté s'est mise à interdire l'enseignement d'autres disciplines, mais à Paris, uniquement à l'Université de Paris, dont le droit et la médecine. Et ce, très tôt, en fait, bien avant le règne de Philippe le Bel, donc dès le début du XIIIe siècle. Et en fait, ce bannissement du droit, il est propre à Paris, parce que la discipline maîtresse, comme je vous l'ai dit, c'est la théologie. Voilà. Non, en fait, là, oui, c'est ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, saint Thomas d'Aquin n'a pas étudié le droit à Paris, parce qu'il ne pouvait physiquement pas. Il a étudié à Bologne. C'est aussi pour ça que je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Et en France, par exemple, l'une des universités où on pouvait étudier le droit à l'époque, c'était Orléans. Enfin, la plus proche en Ile-de-France, hein, j'entends bien, parce qu'il y avait aussi Toulouse et Montpellier qui avaient des traditions juridiques. Montpellier encore plus pour la médecine, mais aussi le droit. Donc, retenez que le XIIIe siècle. Attendez, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Donc, en fait, retenez que le XIIIe siècle et les siècles qui l'ont précédé, le XIIe et le XIe, mais le XIIIe siècle, en fait, arrive à maturation à ce niveau-là. Retenez que le XIIIe siècle et les siècles qui l'ont suivi, c'est une période qui est marquée par la redécouverte et la réinterprétation du droit romain, pardon, et en particulier sur le code justinien et ses différentes composantes. Parce que le code justinien, c'est pas un code, c'est les nouvelles, le digeste, les instituts, c'est un ensemble juridique édité sous Justinien, si vous voulez. Mais c'est pas un code, c'est pas un seul livre. C'est juste pour que vous ayez une idée. Et donc, en fait, la redécouverte du code justinien et de ses différentes composantes, dont le digeste, qui est un recueil de jurisprudence, ça a permis un renouveau intellectuel juridique, en fait. Où en fait, on a une espèce d'émulsion intellectuelle autour de l'enseignement du droit, de la théologie et de la philosophie. Mais le droit vraiment gagne en importance. Et donc, retenez que Bologne, Orléans c'est pour la France, mais que Bologne, c'est vraiment un grand centre d'enseignement du droit dans toute l'Europe. Et que le renouveau de la pensée juridique, il est vraiment prégnant au XIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je l'ai déjà dit, exactement, j'ai parlé de Toulouse, voilà, exactement. Donc maintenant, j'en viens à qui étudie dans ces universités et pourquoi. Et bien en fait, ces centres, ces universités, que ce soit pour le droit, comme je vous l'ai dit avec Bologne, à Orléans, à Toulouse, euh, à Montpellier, en fait, ces centres, ils vont former des juristes spécialistes du droit, et à la fois du droit civil et du droit canon, ce qui va avoir une importance dans les conflits avec la papauté. Donc le droit civil, si vous voulez, c'est le droit laïque, c'est le droit profane, pour le dire très simplement. Le droit canon, c'est le droit canonique, c'est le droit de l'Église. Ce sont des rappels simples, mais je le dis quand même, on ne sait jamais. Voilà. Bonsoir, Pierre Jovanovic. Alors, en fait, on nomme cette double spécialisation parce qu'en fait, il y a des personnes qui étaient spécialisées à la fois en droit civil et en droit canon. On les nomme je vais y arriver. Il est 20h, j'y arrive encore. In utroque iure. Donc, dans les deux droits, littéralement, pardon. Donc, en fait, c'est un légiste qui est spécialisé dans les deux droits, comme par exemple Guillaume de Nogaret, sur lequel on va avoir l'occasion de revenir parce que Guillaume de Nogaret a été l'un des plus proches conseillers du roi Philippe le Bel. Et donc, on va l'aborder dès maintenant. Parce que vous allez voir qu'en fait, dans cette partie de culture juridique et d'enseignement du droit, il y a quand même une grosse importance, parce que c'est un légiste. Donc, en fait, voilà, Guillaume de Nogaret, il est originaire du Midi. Il a appris et enseigné le droit dans le Midi, dans la région de Montpellier dont je vous ai parlé. Il a été un grand promoteur de la cause royale et des revendications théologiques et religieuses de la royauté française, un aspect que je vais évoquer tout à l'heure. Alors en fait, Nogaret, pour donner quelques éléments d'arrière-plan, si vous voulez, de biographie, plusieurs spéculations ont été faites sur ses ancêtres, parce qu'il est originaire du Midi, et le Midi au XIIIe siècle, comme vous le savez, si vous avez écouté la conférence, il y a un petit truc qui s'appelle le mouvement cathare, et il y a des spéculations qui ont été faites sur le fait qu'il aurait été possiblement le descendant d'un hérétique cathare du Languedoc, ce qui est tout à fait possible, parce que le catharisme était très présent, comme je l'expliquais dans la dernière conférence, voilà, il faut écouter. Mais je ne vais pas revenir sur l'hérésie cathare, même si j'en ai très envie, je vais me retenir. Donc voilà, Nogaret, mis à part ça, il a exercé plusieurs postes. Il a notamment été garde des Sceaux, qui était vraiment une charge très importante pour l'époque. Garde des Sceaux, c'est vraiment les Sceaux, c'est au sens littéral, c'est plus ministre de la Justice qu'aujourd'hui, ou garde des Sceaux, c'est quelque chose de symbolique aujourd'hui quand on parle du garde des Sceaux. À l'époque, garde des Sceaux, c'est littéralement, il garde les Sceaux. Donc les Sceaux sur lesquels voilà, les Sceaux royaux, quoi, qui attestent que tel document est validé par la royauté. Donc c'est quand même une charge très importante d'un point de vue administratif. Il commence à apparaître de plus en plus dans l'entourage royal à partir des années 1295, et il faut retenir qu'il prend également encore plus d'importance à partir de la mort de Pierre Flotte, je vais y revenir,
à la bataille de Courtrai le 11 juillet 1302. Je vais y revenir en fait maintenant, comme ça sera plus clair, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas refaire tout le démêlé chronologique, c'est pour ça que j'espère ne pas trop vous perdre avec cette conférence. Mais en fait, quoi qu'il en soit, un grand nombre de proches conseillers du roi trouvèrent la mort dans cette bataille, dont Pierre Flotte, dont je vous ai parlé, et Pierre Flotte a été garde du sceau, c'est pour ça aussi que Nogaret a pris sa place. Donc Nogaret va reprendre le dossier, et c'est lui qui va reprendre justement ce dossier de la papauté, parce que, comme je vais y revenir dans la partie qui suit, vous ne soyez pas perdus, vous inquiétez pas, la royauté française sous Philippe le Bel va être en grand conflit avec Boniface VIII, et c'est Nogaret qui, suite à la mort de Pierre Flotte, va reprendre le dossier, si vous voulez. Il y a Discord qui bug. Ah, d'accord, j'avais peur que vous fuyiez la conférence, bande de lâches. Donc en fait, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Non, je vais y arriver. Donc d'un point de vue sociologique, ces légistes, on peut, enfin, comment dire, vous allez voir. D'un point de vue sociologique, en fait, ces légistes, ils ont pu être décriés par certains membres de la cour de par leurs origines serviles. Là, tout de suite, je m'explique. En fait, la plupart de ces légistes, dont Nogaret, n'étaient pas des nobles, ou alors ils étaient soit de la bourgeoisie aisée, soit de la petite noblesse, mais c'était pas de la haute aristocratie. Et grâce à leurs compétences, bon, j'aime pas le terme méritocratie, mais parce que c'est pas vraiment ça l'idée, mais l'idée est parallèle, mais le terme est vraiment très mal choisi. Mais grâce à leur finesse intellectuelle, ils ont réussi à se hisser dans les sphères de la royauté, très proches du roi. Ils ont acquis un grand nombre de pouvoirs, ce qui a amené au fait que certains aristocrates très élevés aient méprisé cette nouvelle caste des légistes, parce que justement, ils étaient d'un rang social moindre à l'origine. Mais donc, c'est important de relativiser parce que c'est pas du tout un mythe de l'ascension sociale à travers ces légistes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas des pauvres non plus, ces légistes Nogaret, Pierre Flotte, c'était pas non plus des paysans qui sont devenus proches conseillers du roi, il faut pas exagérer. Mais c'est juste que d'un point de vue de dynamique de classe, ces légistes ils s'opposent à la vieille cour qui est constituée des plus nobles du royaume. C'est-à-dire que dès les débuts de la royauté capétienne, les conseillers du roi, en fait, ce sont les grands nobles du royaume, donc ceux qui ont des terres, qui ont beaucoup de pouvoir. Et ce ne sont pas des bourgeois ou des petits nobles qui sont des juristes de formation ou qui sont spécialistes en théologie. Parce que forcément, les légistes ont une grande culture théologique, vous allez voir, Nogaret va le prouver à l'occasion. Maintenant que j'ai désenclenché cette dynamique bourdieusienne d'analyse de classe, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite et non pas à la Suisse. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est les légistes qu'ils incarnent et qu'ils personnifient cette raison d'État qui est en gestation. Donc, la raison d'État, c'est de placer les intérêts de l'État avant tout. Mais vous comprenez bien que derrière le terme de raison d'État, c'est la raison du roi et que les deux causes fusionnent un peu. Il n'y a pas un État qui serait extérieur au roi. L'État, c'est le roi. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc, en fait, en conclusion cette fois de cette partie, le règne de Philippe le Bel tranche avec celui de son grand-père Saint-Louis, où malgré ses conseillers issus des frères mineurs et prêcheurs, c'est-à-dire que Saint-Louis avait des conseillers qui étaient franciscains et dominicains, Saint-Louis régnait encore entouré des grands du royaume. Par grands du royaume, j'entends les hauts aristocrates. Et c'est avec ces hauts aristocrates qu'il en tenait pour la plupart des liens de parenté. Pensez à ses frères, pensez à Charles d'Anjou en Sicile par exemple. Donc voilà. Alors maintenant, en fait, je respecte mon plan, mais les titres des grandes parties, je respecte l'idée du plan, mais vous allez voir qu'il y a des grandes parties qui viennent se racoler. Ne vous inquiétez pas, la conférence à la One Again, vous allez comprendre. Alors, maintenant, je vais en revenir au début du règne de Philippe le Bel, qui va aider à donner un peu de contexte. Et je pense que j'aurais dû la faire en première partie. C'était une erreur de ma part d'avoir tout rédigé, mais vous allez voir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes perdu. Je peux faire des rappels, mais vous allez voir. Donc en fait, avec cette mini-partie, je vais revenir sur les tout débuts du règne de Philippe le Bel et ça va aider aussi à mieux cerner sa psychologie. Mais ça va pas non plus être une biographie qui va aller du début à la fin. Ce sont vraiment les débuts du règne. Donc en fait, voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Je vais continuer sur ce que je vous avais dit en introduction. En fait, Philippe grandit avec le souvenir quasi légendaire de son grand-père Saint-Louis. C'est-à-dire que par légendaire, c'est que dès la mort de Saint-Louis, il y a une aura de sainteté qui l'a tout de suite entouré en fait. Peu de temps après sa mort, les gens se sont rendus compte, oui, ce personnage était vraiment incroyable. Et cette aura de sainteté, elle s'est déclarée très vite et les dossiers canoniques pour prouver la sainteté de Saint-Louis se sont mis très vite en marche après sa mort. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Donc en fait, ce souvenir de Saint-Louis est également entretenu par la présence de ceux qui ont côtoyé Saint-Louis durant la jeunesse de Philippe IV, c'est-à-dire que durant sa jeunesse à la cour, il va rencontrer des gens qui ont connu Saint-Louis et qui l'ont entretenu dans la légende de ce grand-père incroyable, notamment Joinville, qui a rédigé la vie de Saint-Louis et qui est un contemporain de Philippe le Bel et qui lui a même survécu, et qui est mort presque à l'âge de 90 ans, ce qui était incroyable pour l'époque. Joinville qui a accompagné Saint-Louis en croisade, enfin, sa première croisade en Égypte, pas la seconde, enfin, la seconde s'est terminée très vite comme vous le savez, et j'en viens maintenant à la jeunesse de Philippe le Bel et à ses débuts de règne. Donc en fait, de par le remariage de son père Philippe III
et les menaces que sa belle-mère a fait peser sur lui. J'essaye de passer vite, mais c'est important de l'avoir en tête. En fait, Philippe IV, il a connu une jeunesse vécue en partie sous le signe de l'angoisse, parce que en fait, il a eu peur d'être justement que cette belle-mère l'élimine et l'éjecte du royaume au profit de ses propres enfants. Donc en fait, si on laisse un peu le côté psychologique, son entrée sur scène en tant que souverain, elle se déroule dans un contexte international tendu. Et là, j'en viens vraiment à ses débuts de règne en tant que souverain. Donc là, vous allez comprendre dans quel contexte Philippe IV, Philippe le Bel, devient roi de France. Ce sont pour des raisons politiques très fines en fait entre la couronne d'Aragon et le Saint-Siège. C'est-à-dire que une croisade avait été lancée contre la couronne d'Aragon par le Saint-Siège. Je ne reviens pas dans les détails de ces subtilités diplomatiques militaires, mais en fait c'était une croisade un peu un attrape-nigo si vous voulez, et Philippe III s'est lancé bêtement dans cette croisade contre l'Aragon donc, et ça a été un désastre à tout point de vue, d'un point de vue militaire, ça a été vraiment une bérésina, on peut le dire. Cette guerre, elle était impulsée par le Saint-Siège et elle ne comportait aucun avantage particulier pour la couronne de France, parce que c'était pas non plus un allié, un ennemi si facile à battre, l'Aragon. Donc en fait, Philippe Roy lance son expédition en été 1285. La croisade rencontre tout de suite plusieurs difficultés, des difficultés de ravitaillement, des épidémies, la chaleur, on est en plein été, on est en Aragon en plus, la fatigue de l'armée, sans compter qu'en plus la couronne d'Aragon ne cherchait pas de bataille en race campagne pour éviter de se faire battre tout simplement, et que les affrontements en fait ça se résumait à des embuscades et des attaques sporadiques. Donc si je résume, en fait les Aragonais ont fait une guerre à la vietnamienne, les Français n'étaient pas préparés, et voilà, j'ai l'impression de parler comme un commentateur de football, mais vous avez compris l'idée. Et en fait c'est dans ces conditions calamiteuses que le roi Philippe III trouve la mort des suites d'une épidémie qui était très fréquente à l'époque, rien d'exceptionnel. Et c'est dans ce contexte que Philippe IV devient roi de France en 1285. Et l'un de ses premiers soucis, bien évidemment, parce qu'il était un peu plus lucide d'un point de vue géopolitique que son père, ça a été de régler cette question d'Aragon, de désengager la France très vite. Il retire les troupes et il met fin en conflit d'un point de vue militaire. Et les tractations pour ramener la paix entre l'Aragon et le Saint-Siège, ça va prendre encore quelques années, parce que c'est vraiment Philippe IV qui va essayer de calmer les tensions entre l'Aragon et le Saint-Siège. Mais je passe un peu parce que ça nous emmènerait trop loin de détailler le pourquoi du comment de ces conflits. Donc les premières années du règne de Philippe le Bel, elles virent en fait ce dernier chercher à maintenir la paix dans les principaux dossiers brûlants de la royauté française, et vous allez voir qu'il y en avait beaucoup, tout en prenant ses marques dans ses fonctions de souverain et en se formant à cette fonction assez exceptionnelle. Donc en fait, les cours européennes, elles ont pu interpréter ces premières années du souverain comme une espèce de marque d'un tempérament attentiste, voire faible, pour le dire franchement. Et en fait, les premières cours, au bout de 5-10 ans, mais déjà au bout de 5 ans, elles se sont dit, oui, en fait, il n'est pas si faible que ça. Et très vite, le surnom de roi de fer qu'on lui a donné à sa mort, en fait, il a très vite été perceptible par les souverains. Donc, c'est l'occasion de faire un peu de politique internationale, je vais la faire maintenant, en fait. Parmi les dossiers brûlants qu'il a gérés au début de son règne, figurent bien évidemment les relations avec l'Angleterre, un dossier important, très important même. Donc, comme vous le savez, l'antagonisme entre la France et l'Angleterre remonte à loin. Au milieu du XIIe siècle, avec la reine Aliénor d'Aquitaine qui divorce du roi Louis VII et qui se remarie avec Henri de Plantagenet, forcément, il y a l'empire Plantagenet qui ressort, qui va de l'Angleterre jusqu'à l'Aquitaine en passant par le Maine, le Poitou, la Normandie. Donc, une grosse épine sur le continent opposé au Royaume de France. Et cet ensemble territorial a affaibli le royaume capétien, comme vous le savez, et c'est sous le règne de Philippe Auguste que la conquête continentale du domaine plantagenet s'enclenche, que la Normandie est reprise, le Poitou aussi, et que en fait une grande partie du domaine continental est arrachée au Plantagenet. Donc voilà. Donc c'est sous le règne aussi de Philippe Auguste que le domaine, pour vous donner un chiffre, il est agrandi de 4 fois par rapport à sa superficie d'origine, ce qui est quand même pas mal. Je continue un peu sur la politique de Philippe Auguste parce que c'est quand même important pour comprendre un peu comment on en arrive là. Philippe Auguste a aussi, en plus de calmer l'Angleterre, a définitivement calmé la Flandre pour toujours. La Flandre est par derrière le Saint-Empire romain germanique. Donc voilà, ça aussi, il faut que vous l'ayez en tête parce que la Flandre va revenir aussi pendant le règne de Philippe le Bel. Pour en revenir à la position anglaise sur le continent et vous donner encore du contexte, même si j'ai peur des fois de vous perdre en vous donnant trop le contexte, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Avec les avancées militaires de Philippe Auguste, en fait, la subordination vassalique du roi d'Angleterre, elle s'est faite, elle a été, comment dire, elle a été beaucoup plus prononcée. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre venait directement prêter serment au roi de France. C'est ce qui s'est fait sous Louis IX, sous Saint-Louis, où Henri III est venu signer le traité de Paris en 1259 à Paris, et il est venu prêter hommage à Saint-Louis.
Donc voilà, je vais quand même un peu passer parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même beaucoup trop écrit sur une période avant Philippe le Bel et j'ai peur de vous perdre après ça. J'espère que non. Et vous allez voir que ça va être important quand même. Voilà. Donc c'est dans ce contexte, en fait, depuis Saint-Louis, retenez que la situation avec l'Angleterre, elle est globalement apaisée. Et c'est dans ce contexte d'apaisement relatif que Philippe le Bel aborde la question anglaise. Donc l'un des enjeux quand il arrive aux affaires, c'est ça va être la question de la reprise des tensions avec l'Angleterre. Vous allez voir que cette reprise des tensions, elle est avant tout juridique, beaucoup plus que militaire. Je m'explique. Là, vous allez voir qu'on va aborder un grand passage de cette affirmation de l'État dont je vous parlais. Donc en fait, le Parlement se situe à Paris, donc comme vous en doutez, il est déjà en fonction sous Saint-Louis, et son rôle va devenir de plus en plus important sous Philippe le Bel. Le Parlement, il sert de cour d'appel. Ces cours d'appel, elles peuvent se substituer à des cours provinciales, donc jusque-là, vous me comprenez. Pour vous donner un exemple, en fait, c'est si un conflit juridique oppose un noble et un alletier d'un bourg du Bordelais, donc un alletier, c'est quelqu'un qui possède sa terre de plein droit, et bien en fait, les plaignants, donc soit le noble, soit l'alletier, ils peuvent faire appel à la justice locale, donc le Parlement de Bordeaux, mettons, qui est la justice locale, enfin la plus haute instance de justice locale, mais si l'un des plaignants n'est pas satisfait du règlement du contentieux émis par le Parlement de Bordeaux, il peut faire appel au Parlement de Paris. Et ça, c'est vraiment une des grandes mesures qui est affirmée sous le règne de Philippe le Bel. Le Parlement de Paris sert de dernière instance et il peut trancher l'affaire en dernier recours. Et cette affirmation du Parlement, elle illustre forcément ce que je vous ai dit sur la construction de l'affirmation de l'État, sur le volet juridique, mais elle va avoir un lien sur les conflits avec l'Angleterre. Parce que retenez que maintenant, étant donné que le roi d'Angleterre est officiellement vassal du roi de France, et que les nobles, par exemple, les nobles sont partagés dans le sud-ouest, tous ne sont pas pro-anglais ou pro-français, enfin c'est partagé, il y a des lignes de fracture, et bien maintenant, un noble peut faire appel de sa juridiction directement au Parlement de Paris, et forcément, si c'est des conflits de territoire, de partage de territoire, d'allocation financière, je ne sais pas, de ressources, et ben forcément, le Parlement va trancher en faveur du noble qui est pro-français au détriment de celui qui est pro-anglais. Et donc, euh, euh, comment dire, ça va être désavantageux pour la couronne d'Angleterre. Et ça a vraiment été le point de tension, enfin le point de départ de la reprise des conflits avec l'Angleterre. C'est cette question d'appel au Parlement de Paris qui va être à l'origine de beaucoup de conflits. Donc cette question juridique, elle est vraiment à prendre en considération. C'est pas juste une question intellectuelle. Hein. C'est vraiment une marque d'affirmation de l'État et ça a été à l'origine de beaucoup de conflits. Donc là, je vais vraiment essayer. La conférence va être longue, en fait, je pense. Un peu plus d'une heure, hein, chers camarades. Maintenant, j'arrive au gros morceau. L'un des gros morceaux, théocratisation. Je vous lis quand même le titre de la partie hein, pour vous faire saliver. Théocratisation de la pensée royale et conflit avec Boniface VIII. Alors là, tout de suite, on rêve. Là, tout de suite, c'est la Polynésie française, c'est Tahiti, c'est Jean Robin, c'est magnifique. Théocratisation de la pensée royale. Bref, trêve de grivoiserie, rentrons dans le vif du sujet. Donc, j'espère qu'en fait, avec cette affirmation du début du règne, des soucis juridiques, des conflits avec l'Angleterre, du royaume de Parlement, vous saisissez un peu les mécaniques qui se mettent en place et qui me permettent de parler d'une affirmation de l'État. Et vous comprenez, j'espère, pourquoi j'ai choisi cet angle d'attaque. Enfin, du moins, je l'espère. Donc, maintenant, on en arrive au conflit avec Boniface VIII. Donc, comme vous le savez au moins, pour ceux qui connaissent un peu le règne de Philippe le Bel, il est marqué par un long conflit avec la papauté et surtout en fait avec Boniface VIII plus qu'avec les autres papes à la fois précédents et à la fois antérieurs et postérieurs. Donc Boniface VIII, on va vite fait revenir sur sa personnalité, enfin son parcours. Boniface VIII, il commence son pontificat en 1294, donc 10 ans après le début du règne de Philippe le Bel quasiment. Et en fait, au début de son pontificat, il n'y a pas de relation tendue plus que ça avec le royaume de France. Il y a quelques sujets qui provoquent des frictions, mais ces sujets ils sont traditionnels et ils durent depuis un siècle. J'en ai parlé lors de ma conférence sur les Cathares, mais je vais y revenir. Par exemple, dans ma conférence sur les Cathares, et en fait, je vais y revenir maintenant, Philippe Auguste, donc un siècle avant, avait refusé d'impliquer officiellement le royaume dans la croisade contre les Albigeois. C'est-à-dire qu'Innocent III lui a dit il y a des hérétiques en Languedoc, va les châtier pour moi s'il te plaît. Philippe Auguste lui a dit en fait, moi j'ai mes propres prérogatives, je suis roi de France, je ne suis pas au service de la papauté. Oui, je condamne les hérétiques, mais je fais ce que je veux. Les prérogatives du royaume passent avant les prérogatives de la papauté. Donc c'était pour marquer l'indépendance de la royauté face à la papauté et donc du temporel sur le spirituel. Vous m'avez bien compris et vous voyez où je veux en venir. Je vais y revenir, vous allez voir que le conflit avec Philippe le Bel et Boniface VIII, ça n'est que ça. Mais c'est pas sur une question de croisade, vous allez voir. Il y a aussi un autre enjeu de conflit, et là, ça va avoir une grosse importance entre Boniface VIII et Philippe le Bel, c'est la question des impôts.
notamment du décime, mais des impôts ecclésiastiques en général. C'est-à-dire que le décime, par exemple, c'est un dixième des revenus ecclésiastiques, et suivant la situation du royaume, le roi de France pouvait utiliser cet impôt avec accord de la papauté. Alors cet impôt, par exemple, il a servi à Saint-Louis pour financer ses croisades, et du coup la papauté disait aucun problème, tout va bien. Mais Philippe le Bel, qui a beaucoup de soucis financiers et qui a beaucoup eu de politique monétaire très dure, de dévalorisation, de taxation excessive, il est tout le temps en recherche de financement et donc de numéraire, donc d'argent sonnant et trébuchant, pour le dire clairement. Et donc il va avoir tendance à ponctionner les impôts ecclésiastiques à son propre profit, à la fois pour financer des réformes, mais en fait surtout pour financer les conflits. Les conflits avec l'Angleterre, les conflits avec la Flandre. Et ces conflits coûtent très cher parce qu'il faut payer une armée. La payer, on peut la payer que pour les saisons de guerre. Donc, il faut vraiment bien choisir son coût. Il faut l'entretenir. Par exemple, l'occupation de la Flandre, l'occupation pardon d'une partie de la Flandre, des grandes villes, il va falloir payer les troupes qui stationnent là-bas. Donc il faut des financements. Et en fait, la papauté va un peu s'insurger contre cette tentation de taxer les biens du spirituel. J'espère que vous comprenez bien. Spirituel, en fait, c'est la papauté, ce sont les ecclésiastiques, donc ce sont les revenus spirituels, donc les revenus afférés à la papauté, parce que la papauté aussi touche des ressources d'exploitation de la paysannerie, enfin, elle touche plein de ressources. Donc retenez bien, spirituel, voilà, c'est tout ce qui touche aux ecclésiastiques. Temporel, c'est tout ce qui touche au pouvoir laïque, donc non spirituel. Hein. Je sais que c'est des choses très simples, hein, mais je le dis quand même pour que tout le monde soit au clair. Bref, donc vous comprenez qu'avec cette question d'impôt, le verre était déjà dans le fruit, si vous voulez. Maintenant, j'en reviens à ce que j'avais promis, à savoir, attendez, je dis encore quelques éléments, puis ensuite j'en viens à Boniface VIII et au conflit en lui-même. Donc, oui, voilà. Le conflit, il est aussi à un niveau symbolique. Comme je vous l'ai dit, c'est un conflit entre spirituel et temporel, et à ce niveau-là, Boniface VIII, il s'inscrit dans la démarche de son illustre prédécesseur Grégoire VII, Grégoire VII, pardon, donc au XIe siècle, donc, qui a mis en place la réforme grégorienne. Et pour la résumer très brièvement, parce qu'en fait c'est ça la réforme grégorienne, c'est mettre en avant le spirituel au détriment du temporel, et mettre en avant la papauté en tant que pouvoir indépendant, qui se place au-dessus des royaumes européens. Donc maintenant, j'en viens à Boniface VIII et à son milieu d'origine, parce que ça va être important aussi. Boniface VIII, déjà, c'est un membre de l'aristocratie romaine. Il occupe une place spécifique dans les jeux d'alliance entre les grandes familles romaines, parce que la géopolitique ne s'arrête jamais. Et en fait, Boniface VIII, lui, c'est un fervent opposant à la grande famille des Colonna. Et d'ailleurs, cette famille des Colonna, elle sera utilisée comme alliée par Philippe le Bel dans son conflit avec le pape. De plus, sans rentrer dans le détail des textes pour le moment, mais vous allez voir que je vais citer quelques passages après, certains aspects de l'élection de Boniface VIII seront utilisés pour le décrédibiliser. Je m'explique. Boniface VIII, il succède à un pape, enfin son prédécesseur s'appelait Célestin V. Célestin V, en fait, c'était un vieux moine bénédictin qui a été élu presque par hasard, c'est-à-dire qu'en fait, les jeux d'alliance n'ont pas marché et les jeux d'alliance entre grandes familles romaines se sont annulés entre eux, pour le dire simplement, et donc c'est quelqu'un qui n'était pas prévu qui a été élu, Célestin V, un vieux moine bénédictin pardon, qui n'avait pas du tout les épaules pour la fonction papale. Et donc très vite, Célestin V démissionne, il meurt peu de temps après dans sa retraite des Abruzzes, donc une région brumeuse et montagneuse de l'Italie connue pour ses ascètes, enfin pour sa tradition ascétique et monastique. Et très vite après cette démission, donc, Boniface VIII est élu, et des rumeurs ont circulé comme quoi Boniface VIII, en habile homme de pouvoir, ce qu'il était, là-dessus on ne peut pas le nier, c'était quand même quelqu'un d'assez fin politiquement, c'était un peu le Mitterrand des papes si vous voulez, des rumeurs ont circulé comme quoi il aurait menacé Célestin V de démissionner, voire même qu'il l'aurait fait assassiner après sa démission pour qu'il ne parle pas. Bon là forcément c'est de la propagande utilisée par Guillaume de Nogaret, dont je vous ai parlé précédemment, pour décrédibiliser Boniface VIII. C'est largement exagéré, mais là où cette propagande a un peu raison, c'est que Boniface VIII est vraiment un homme de pouvoir qui n'était pas stupide. Mais bon, après de là à dire qu'il a fait assassiner son prédécesseur, c'est sans doute fortement exagéré. Voilà. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans les tensions en tant que telles entre Philippe le Bel et Boniface VIII. J'espère ne pas trop vous ennuyer et ne pas être trop long. Dites-moi si je parle trop vite, j'aimerais bien que vous me donniez quelques indications parce que là, je reste pendu à vos lèvres. Mais je continue dans ma lancée, n'hésitez pas à m'écrire. Rentrons maintenant dans le détail des tensions. Alors, je vais passer le côté géopolitique parce qu'en fait, il y a des aspects de politique européenne qui rentrent dans les tensions, ou en fait, pour le dire très brièvement, pardon, Boniface VIII va utiliser les Valois, donc la branche cadette des Capétiens de Sicile, pour contrer les Aragonais en Sicile. Donc voilà, il utilise aussi un peu la famille capétienne dans les querelles de succession de son temps.
Et voilà, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le cœur du conflit. Donc maintenant, j'en viens au conflit en tant que tel promis. Donc dès 1296, donc 2 ans après le début du pontificat de Boniface VIII, la question fiscale revient entre Boniface VIII et Philippe le Bel. En effet, pour mener sa guerre, dont je vous ai parlé des nombreuses guerres qu'il a menées contre l'Angleterre, je ne vais pas rentrer dans cette conférence dans les détails parce que ce n'est pas le lieu, mais il y a eu plein d'épisodes du conflit avec l'Angleterre au cours du règne de Philippe le Bel. Ça n'a pas été une guerre d'un coup d'un seul, ça a été des phases successives de conflits, de reconflits, de paix, de reconflits. Et bien en 1296, pour mener sa guerre contre Édouard Ier en Aquitaine, donc Édouard Ier qui est roi d'Angleterre et duc en Guyenne, enfin duc de Guyenne et donc en Aquitaine, Philippe entend lever des impôts spécifiques pour mener ce conflit. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, son règne il a aussi été marqué par une hausse des impôts. Et donc pour financer ce conflit, il demande un effort fiscal supplémentaire à ces sujets et il inclut le clergé dans cet effort fiscal. Et donc le pape n'a pas été consulté pour cette hausse d'impôts et pour ce prélèvement sur les impôts ecclésiastiques. Il fait donc ce que tous les papes font quand ils ne sont pas contents à l'époque, c'est-à-dire il fulmine une bulle pontificale pour s'opposer à l'imposition du temporel des clercs. Temporel, c'est juste les possessions temporelles des clercs, donc leur possession immobilière, si vous préférez, matérielle. Et donc, c'est cette fameuse bulle qui s'appelle Clericis Laicos, donc littéralement les clercs et les laïcs, qui date du 25 février 1296. Et en fait, Philippe le Bel est plus ou moins obligé de donner raison au pape parce que juridiquement, il n'a pas le droit d'effectuer cette imposition sans l'accord du pape. C'est vrai qu'il est un peu embêté par cette idée d'accord du pape. Mais retenez que 1296, petit premier conflit autour de cette question fiscale. La situation se détend l'année d'après, pardon, parce que en août 1297 advient un grand événement, à savoir la canonisation de Louis IX, qui donc devient officiellement Saint Louis, qui est une canonisation très importante parce qu'en fait, elle a eu, comment dire, je vais un peu revenir dessus. Pour canoniser quelqu'un, enfin pour accorder le statut de saint à quelqu'un, il faut qu'une enquête ait lieu, une enquête très longue pendant laquelle on va demander les miracles que la personne aurait effectués de son vivant, mais aussi après sa mort. Et en fait, pour le dire très brièvement, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, dès la mort de Louis IX, la question de sa canonisation était dans l'air. Donc en fait, elle allait avoir lieu quoi qu'il arrive. Mais c'était un coup politique assez fin de Boniface VIII de l'accorder à Philippe le Bel parce que ça permettait de rabibocher tout le monde. Et pour Philippe le Bel, c'était d'une pierre deux coups parce que cette canonisation, elle va l'aider à légitimer son royaume d'un point de vue spécifique. Je m'explique. Philippe le Bel, maintenant, il est officiellement petit-fils d'un saint. Donc ça va l'aider dans son conflit symbolique. Son conflit symbolique, ça va être en gros de montrer que le roi de France est au-dessus du pape, mais aussi qu'il prend quelques aspects du sacerdoce. Donc il est à la fois roi, mais il n'est pas roi prêtre, mais presque, si vous voulez. Il y a un côté, je prends des attributs du spirituel pour les inclure dans ma symbolique. Et donc le fait d'être petit-fils de saint, ça va rentrer dans cette politique symbolique de lutte avec la papauté, où le roi va se dire, moi aussi, je jouis de certains aspects propres à la fonction sacerdotale, à la fonction ecclésiastique, à la fonction spirituelle, si vous voulez. Voilà. Je continue dans mes conflits parce qu'on va terminer là-dessus. On va pas terminer la conférence là-dessus, malheureusement, vous allez voir. Oui, voilà. Exactement. Je relis juste mes notes, c'est bon. Donc, je développe maintenant un peu cette pensée. Vous allez voir qu'en fait, on va terminer après avec Boniface VIII, mais je termine un peu Enfin, j'en viens maintenant au fond symbolique de l'affaire que j'ai commencé à aborder. En fait, cette pensée autour du rôle à la fois divin et civique du prince, elle était déjà à l'œuvre avant les démêlés de Philippe le Bel avec Boniface VIII. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'exemple de Gilles de Rome, qui a été précepteur de Philippe IV. Donc Gilles de Rome, en fait, il a insu en fait dans cette vision de la royauté à la fois double, c'est-à-dire un roi qui est à la fois un roi civique, donc temporel, mais qui jouit aussi d'aspects propres au divin. Donc Gilles de Rome, en fait, il développe cette vision très philosophique de la royauté. Gilles de Rome, en fait, c'est pas Gilles William Goldnadel, hein, je vous rassure. Gilles de Rome, en fait, c'est un théologien, un philosophe italien qui a suivi les cours de saint Thomas d'Aquin à Paris, comme quoi le monde est petit. Et comme saint Thomas d'Aquin, c'est un très fin lecteur d'Aristote. Et donc toute sa pensée politique, elle est nourrie de l'œuvre d'Aristote, hein, forcément, parce que Aristote est quand même un grand-père de la philosophie politique, ne lui enlevons pas ça. Et en fait, étant donné que Gilles de Rome a été le précepteur de Philippe le Bel durant sa jeunesse, ses visions théologiques sur le rôle à la fois temporel mais aussi divin du prince, ça a influencé la politique de Philippe le Bel, c'est incontestable. D'une manière beaucoup plus large, et c'est là que j'en viens au cœur de mon propos, donc soyez attentifs, vous êtes encore très peu, mais soyez attentifs parce que c'est vraiment le gâteau fondant, si vous voulez. En fait, tout ceci, ces conflits entre
symbolique spirituelle et symbolique temporelle, ça s'inscrit dans une histoire propre qui va du 11e au 13e siècle, à savoir la manière dont les modèles de royauté, pour le dire de manière simple, les royautés politiques, enfin les rois si vous préférez, cherchent une justification religieuse et théologique prenant des attributs du sacerdoce. Et ça, on le retrouve dès les débuts de la monarchie capétienne avec l'onction royale. Mais là, ça va plus loin. C'est pas juste, il faut que le roi soit oint. Enfin, il est, hein, ça va jouer dans la propagande royale pour dire que le roi aussi a des attributs de la royauté. Mais là, ça va aussi sur le terrain intellectuel. Aussi symbolique, hein, mais donc l'onction royale compte, mais le terrain intellectuel va vraiment être un terrain d'affrontement idéologique entre les tenants d'une royauté qui prend des aspects du sacerdoce et donc du spirituel, et à l'inverse, une papauté qui va avoir des prétentions au pouvoir temporel, avec la réforme grégorienne dont je vous ai parlé. Attendez, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais en fait, ce chapitre d'histoire des idées, il est aussi à comprendre comme le juge. Oui, voilà, exactement, c'est là où je voulais en venir. En fait, cette lutte entre temporel et spirituel, et entre la manière dont l'un va essayer de prendre les attributs de l'autre pour se justifier, et donc pour dénigrer l'importance de l'adversaire, elle est bien évidemment aussi à comprendre dans un cadre de lutte politique au XIe, XIIIe siècle, et encore un peu après, mais surtout cette période-là, entre l'Empire, donc le Saint-Empire romain germanique avec l'empereur, et la papauté, dans un premier temps. Et plus tard, avec Philippe le Bel, entre la papauté et les différentes royautés occidentales de l'autre. Donc là-dessus, l'Angleterre a une dynamique assez similaire à celle de Philippe le Bel, même si c'est assez différent, mais la dynamique d'affirmation de l'État au détriment de la royauté, d'affirmation de l'État et de la royauté, et de méfiance, ou du moins pas de rejet de la papauté, mais de la volonté de prendre des aspects du spirituel pour s'éloigner de la papauté, on l'observe aussi en Angleterre. C'est pas que propre à Philippe le Bel, mais qui illustre vraiment bien cette dynamique. Donc, vous avez bien compris, j'espère, avec cette explication, que ces modèles ne sont pas fixes. Ils sont progressifs, notamment lorsqu'il s'agit de théocratiser la monarchie capétienne, ce que j'essaie de vous dire. J'espère vraiment que je ne vous perds pas trop là-dessus. En fait, pour maintenant en venir au domaine intellectuel, les arguments utilisés y relèvent de domaines différents. Donc, comme on l'a vu avec Gilles de Rome, on a l'utilisation de la philosophie avec Aristote, mais on a aussi des arguments scripturaires, les Écritures saintes. L'onction royale, elle vient du livre de Samuel, où Saül, enfin, et surtout David, sont oints, donc pour montrer que leur fonction royale est intronisée par Dieu, parce que Samuel est un prophète. Donc, il y a aussi cette utilisation de l'Ancien Testament pour justifier le rôle presque théologique de la royauté. Donc voilà, vous avez des arguments qui se mélangent à cette époque-là entre écriture sainte, philosophie, théologie, et des dégistes qui ont aussi intervenu dans ces débats. J'en reviens maintenant à Boniface VIII. J'ai dit ce que je voulais dire sur cette grande lutte intellectuelle et symbolique. J'espère ne pas vous avoir perdu. Pour en revenir à Boniface VIII, il y a d'autres raisons qui ont provoqué un renouveau des tensions avec Philippe le Bel. On en était resté à tensions fiscales, et la situation se règle avec la canonisation de Saint-Louis. Donc, comme vous vous en doutez, les conflits fiscaux vont rejaillir parce que le roi a toujours besoin de lever de nouveaux impôts, parce que ces conflits ne s'arrêtent pas, notamment en Aquitaine et en Flandre. Il y a plusieurs occurrences de ces conflits-là. Il n'y a pas juste une bataille, comme je vous l'ai dit. En fait, ces tensions se redoublent au début du XIVe siècle, où le pape dénonce les pratiques fiscales du roi, là-dessus rien de nouveau, justement en dénonçant le fait qu'il ose prélever l'impôt sur des personnes qui relèvent directement de la royauté. Et donc on a une nouvelle bulle qui est promulguée en 1301, Ausculta Filii, donc littéralement écoute fils. Et dans cette bulle, en fait, Boniface VIII réitère son argumentation. Et cette bulle, elle a reçu un très mauvais écho à la cour royale, et c'est là qu'on retrouve Pierre Flotte, principal agent de Philippe le Bel à cette époque-là. Et en fait, Pierre Flotte, dans sa réponse au pape et dans sa manière de faire dire au pape ce qu'il ne dit pas, Boniface VIII va le voir vraiment d'un très mauvais œil, et ça va vraiment être un objet d'aggravation des tensions. C'est-à-dire le conflit personnel Pierre Flotte et Boniface VIII, ça va vraiment être une source de tension de puissance 10, si vous voulez. Et c'est la mort de Pierre Flotte à la bataille de Courtrai en 1301 qui va un peu changer la relation. Enfin, le conflit va rester, mais il va changer de nature, si vous voulez. Le pape repasse à l'attaque en 1302 en promulguant la fameuse bulle Unam Sanctam. Et en fait, dans cette bulle, qui est quasiment un exposé de sciences politiques, il affirme très clairement la supériorité du spirituel sur le temporel. Autrement dit, le pape, en tant que puissance spirituelle, a le dernier mot sur les puissances temporelles. Donc, pour le dire de manière très crue, Philippe le Bel, tu n'es qu'un roi, j'ai le dernier mot, tu te tais. Et comme vous vous en doutez, dans un contexte, comme je vous l'ai dit, où Philippe le Bel tend à calmer tout le monde, cette bulle, elle a suscité de réactions très négatives dans les milieux proches du roi.
Et donc, suite à cette bulle, on a des tensions qui s'aggravent, des menaces d'excommunication qui fument dans tous les sens. Et en fait, Guillaume de Nogaret en tête, Guillaume Nogaret, pardon, en tête, on en revient à lui. Il cherche à répondre à la papauté, et ça va être, à partir de 1302, le pire opposant de la papauté. Ça va vraiment être lui qui va mener la charge de plein front contre Boniface VIII. Et donc, suite à cette bulle de 1302, Nogaret appelle à carrément réunir un concile à Paris afin d'examiner le cas du pape et de le déposer pour hérésie. Je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est-à-dire un conseiller, un laïc, d'une puissance temporelle, appelle à réunir un concile pour déposer le pape pour hérésie. Le projet n'aboutit pas, mais en fait, il est intéressant à analyser parce qu'en fait, dans les raisons avancées pour prouver l'hérésie de Boniface VIII, il y a des éléments qui sont assez drôles. Mais en fait, si vous voulez, dans son texte, dans sa bulle, Nogaret dépeint le pape comme un sodomite, un hérétique, quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection des corps, à la vie après la mort. Il est également présenté comme simoniaque. Donc, simoniaque, c'est quelqu'un qui s'attribue les bénéfices de charges ecclésiastiques à son propre dessein, qui les détourne, si vous voulez. Il fait du détournement de fonds ecclésiastiques. Donc, il est vénal, en gros, ce qui est bien sûr exagéré, mais qui s'appuie sur une réputation qui, elle, est assez vraie d'homme de richesse, que Boniface VIII était, et au minimum égocentrique. Et ce caractère égocentrique, Nogaret va bien l'exploiter. Je bois un coup, je reviens. Et dans ce côté égocentrique, Nogaret va carrément aller jusqu'à dire que le pape se fait littéralement construire des statues à son effigie, qu'il parle à des démons. Vous avez bien compris le côté éminemment polémique, exagéré de l'attaque, mais c'est quand même une attaque assez exceptionnelle d'un point de vue des relations diplomatiques. Un conseiller du roi appelle à réunir un concile validé par le roi pour excommunier un pape et le déférer pour hérésie carrément, et donc le remplacer. C'est vraiment un enjeu de lutte exceptionnel. Ça veut dire que le roi, dans cette conception-là, est appelé à réunir un concile. Donc là, en fait, on revient sur ces conflits spirituels ou temporels. Dans l'Antiquité, c'était des empereurs romains, donc Constantin, Théodose et autres, qui décidaient de la réunion de concile. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là, si vous voulez. Bref, je reviens sur le conflit à proprement parler et je termine là-dessus parce que c'est un peu long quand même. J'espère ne pas trop vous ennuyer. Je vais essayer de terminer au plus vite la conférence. Si je vous ennuie, il faut me le dire. Donc en fait, le concile ne se fait pas parce qu'en fait, suite à l'imminence de la promulgation de son excommunication, parce qu'en réponse à ça, le pape profère des menaces d'excommunication qu'il va mettre à exécution. Et donc, pour empêcher que ces bulles d'excommunication soient publiées, en fait, soit affichées si vous préférez, Philippe le Bel va envoyer Nogaret intercepter le pape en Italie. Cependant, au moment de son arrivée, le pape était en plein conflit local avec la famille des Colonna qu'il détestait, dont je vous ai parlé. Et lorsqu'il arrive dans la ville d'Anagni, ou d'Anagni, mais moi je dis Anagni, parce que c'est comme ça qu'on prononce en français, il faut être correct un peu. Et bien en fait, Nogaret met le pape sous séquestre, il l'arrête si vous voulez, et ça a fait couler beaucoup d'encre. On a dit que le Nogaret aurait molesté le pape et lui aurait même mis une gifle. Alors, ça prête à débat, les textes ne disent pas qu'il lui a mis une gifle, au pire qu'il l'a un peu molesté. En même temps, il arrive dans une ville qui était déjà en plein conflit inter-italien, si vous voulez. Donc, il n'est pas arrivé pour jouer de la flûte, si vous voulez. Et bref, de toute façon, le pape le détestait Nogaret et avait prévu de le faire excommunier. Et d'ailleurs, ça va être un objet de conflit. Parce que Nogaret était aussi sous le coup d'une excommunication qui menaçait sa vie publique en tant que premier conseiller du roi. C'est-à-dire que Nogaret excommunié, quand on est roi de France, ça va être compliqué de le garder comme conseiller, même s'il est efficace, parce que par souci de décence diplomatique, ça fait mauvais genre, si vous voulez, d'avoir un conseiller excommunié. Bref, suite à cette arrestation, en gros, pour le dire très simple, le pape réussit à s'échapper de l'emprisonnement de Nogaret à Anagni. Ses conflits avec les colonna continuent et il meurt un mois plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, un mois après l'arrestation de Nogaret, qui a lieu en septembre 1303, en octobre, le pape meurt. Donc en fait, fin du conflit, vraiment fin du conflit avec la papauté, mais ça va avoir de lourdes conséquences au point de vue diplomatique. C'est-à-dire que déjà, beaucoup de gens se sont dit il est mort parce que Nogaret l'a molesté, donc c'est de la faute de Nogaret et par extension du roi, et les menaces d'excommunication de Nogaret sont restées. Donc même si l'excommunication de Philippe le Bel, on s'assoit dessus, parce qu'elle n'a pas été promulguée, la haine que le pape voit à Nogaret, ce qu'il a écrit sur lui, est restée. Et c'est pour ça que l'un des enjeux majeurs de Philippe le Bel avec les papes qui ont succédé à Boniface VIII, ça va être de laver la mémoire de Nogaret, qui continue toujours d'être très mal vu. Et Nogaret, lui, il disait, mais je veux être lavé de mon excommunication, je veux qu'on arrête
je veux que ce que Boniface VIII a écrit sur moi soit déclaré faux. Et donc l'un des principaux enjeux de la politique avec les papes successeurs, ça va être de faire condamner a posteriori la mémoire de Boniface VIII. C'est ce que Philippe le Bel va chercher à faire avec les papes successeurs. Il ira même jusqu'à essayer de faire condamner pour hérésie, ce qu'il n'a pas réussi, mais il va de tout cœur essayer de faire condamner la mémoire posthume de Boniface VIII pour laver Nogaret, si vous voulez, de ces accusations-là. Et pour donner quelques éléments de réponse, enfin de suite, parce que je ne vais pas trop détailler le sujet, avec les papes successifs, ça va être assez différent. Clément V va régner à peine une année, donc on s'en fout. Benoît XI, qui lui va régner jusqu'à la fin du règne de Philippe le Bel, ça va être un pape français, à la base archevêque de Bordeaux. Ça va être le premier à s'installer un peu à Avignon, enfin, même s'il s'est installé à Avignon, puis autour de Lyon pour le concile, puis un peu à Bordeaux, mais ça va être le premier vraiment à s'installer à Avignon. Et ça va être un pape, si vous voulez, plus accommodant, c'est-à-dire qu'il va pas être, il va toujours chercher à éviter les conflits avec Philippe le Bel, donc ce sera pas une tête brûlée grégorienne comme Boniface VIII. En fait, si vous voulez, Clément XI, c'est plutôt Benoît XI, pardon, c'est plutôt j'esquive. C'est-à-dire, Philippe le Bel n'arrête pas de lui dire oui, il faut qu'on arrête les Templiers, il faut que tu valides ce que j'ai fait sur les Templiers. Benoît XI va lui dire oui, on se voit le mois prochain, t'inquiète, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée de Benoît XI. Je la vois fatiguée, j'ai peur de vous ennuyer, chers amis. Mais, étant donné que personne ne m'arrête, je continue. Je vais traiter ce chapitre très brièvement, vous allez voir. Les Juifs et Philippe le Bel, on va aller très vite. Enfin, j'espère, parce que ouais, là j'ai peur que de trop vous ennuyer. Dites-le moi. Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Là, nous avons perdu beaucoup de troupes. Faites-moi un signe. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'abrège? Est-ce que abrège frère? Est-ce qu'il faut suicider la zone ou pas? Ou est-ce que je continue? Je suis pendu à vos lèvres, cher disciple. Écrivez-moi un message. Ah, Francis est de retour. Incroyable, Francis. Continue. Achetez de l'or. Continue sur les youtres. Parfait. Merci Béchamel, merci IP, ça fait plaisir. En plus, c'est le chapitre de la communauté, donc ça va vous faire plaisir. Francis, tu arrives à point nommé, on va parler des Juifs. Alors, suite de la conférence, les Juifs et Philippe le Bel. Vous allez voir, c'est un chapitre assez court, mais c'est quand même intéressant. Donc, très brièvement, en fait, la présence juive en France, je vais marcher un peu, ça va m'aider à me concentrer. La présence juive en France, avant Philippe le Bel, elle est attestée depuis un certain temps. Il y a des Juifs en France depuis l'Antiquité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès Philippe Auguste et encore plus sous Saint-Louis, les Juifs ont déjà été ont déjà subi, des restrictions juridiques. Philippe le Bel avait ordonné le bannissement des Juifs d'Île-de-France. Donc, les Juifs n'étaient pas à leur premier coup d'essai de mesures, pas antisémites parce que le terme est anachronique, mais à la limite anti-juive ou du moins discriminante envers les Juifs. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau quand Philippe le Bel arrive au pouvoir. Par contre, ce que Philippe le Bel va décréter, à l'inverse de ses prédécesseurs, c'est une expulsion de tous les Juifs du royaume. Ce qui est une mesure assez exceptionnelle, mais pas seulement d'un point de vue de la situation des Juifs, parce que dans le fond, on s'en fout un peu de ce qu'ils ont vécu. Mais ça rentre dans mon sujet d'affirmation de l'État, parce qu'en fait, cette condamnation, elle préfigure d'un an celle des Templiers, et c'est un peu un coup d'essai, si vous voulez, dans le sens où c'est la première fois où, avec cette condamnation, on a la formulation de ce qu'on appelle les Juifs du royaume. Je m'explique. Avant, les Juifs ils fonctionnaient par communauté, mais par communauté locale. Il y avait les Juifs qui étaient sous la protection, ou du moins sous la juridiction de tel ou tel seigneur, des seigneurs temporels comme des seigneurs spirituels, donc spirituels, évêque, archevêque, un chapitre d'une cathédrale, vous m'avez compris. En fait, ces personnes-là légiféraient suivant leur législation locale sur les Juifs de leur région. Et d'une manière générale, en Occident latin, il y a une grande tradition de protection des Juifs par l'Église, pour plusieurs raisons. Parce que d'un côté, les Juifs sont détestés comme peuple déicide, mais de l'autre, dans plein de textes de la patristique et sous Justin de Naplouse, généralement au IIe siècle, on dit que les Juifs, la conversion des Juifs à la fin des temps, ce serait un des signes de l'Apocalypse. Donc, il faut garder les Juifs en vie pour qu'ils se convertissent, si on veut que l'Apocalypse arrive et que la fin des temps arrive, que le Messie revienne. Donc, il y a aussi cette ambivalence de on déteste les Juifs, peuple qui a tué Dieu, mais en même temps, on ne doit pas les tuer, et aussi leur existence, en fait, et ça vient de la patristique, montre la vie des hommes avant la venue du Messie. Donc, il faut un peu les garder comme témoins, si vous voulez. J'en reviens à mon sujet. Philippe le Bel, lui, veut expulser les Juifs, et il le fait en 1306 pour plusieurs raisons. Alors, beaucoup ont glosé là-dessus en disant oui, c'est par antisémitisme. Antisémitisme, c'est un terme anachronique, on dirait plutôt anti-judaïsme pour l'époque. Ce qui est sûr, c'est que déjà, 1305, la femme de Philippe le Bel meurt, je vous l'ai dit, Jeanne de Navarre.
De base, Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis, ça fait partie de son imaginaire symbolique de s'inscrire dans le sillage pardon, de ce grand-père illustre qui était, comme on le savait, très très pieux et très rigoriste. Donc, à mon avis, les raisons sont multiples, comme avec les Templiers. C'est-à-dire que d'un côté, Philippe le Bel pouvait avoir une aversion pour les Juifs, c'est tout à fait possible, mais forcément, et là ça revient à ce que je dis avec la papauté, son règne est caractérisé par une recherche de shekels. On a besoin de sous-sous, la mezouza, il faut les pognons, il faut les shekels, il faut aller voir cousin. Et donc voilà. Et comme vous le savez, bah, les Juifs, ça n'est pas une légende urbaine, étaient forcément utilisés comme prêteurs sur gage à l'époque. Pas que, hein, d'autres personnes. Enfin, disons que ça se pratiquait de manière occulte par des chrétiens, mais c'était illégal parce que le droit canon l'interdisait. Il interdisait l'usure et le prêt à intérêt pour les chrétiens. Donc les Juifs, où ils pratiquaient ça, ça n'est pas une légende urbaine. Donc voilà. Donc Philippe le Bel promulgue cette expulsion des Juifs en France en 1306. Elle est assez comment dire, tout ne se fait pas en une journée, bien sûr, elle se fait sur plusieurs mois, presque une année entière, mais elle est quand même assez incroyable d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que si un inspecteur des impôts remontait dans le temps et voyait Philippe le Bel, il se dirait putain, il fait du bon boulot ce type-là. C'est l'idée à retenir, si vous voulez. Avec les Templiers, c'est quasiment la même chose. Et c'est vraiment là qu'on voit l'affirmation de l'État et de l'État monarchique, si vous voulez. Parce que Philippe le Bel va rencontrer des résistances, notamment ecclésiastiques et temporelles, où des seigneurs locaux vont leur dire, mais en fait, les Juifs de cette région-là, ils sont gérés par moi parce que c'est ma région, c'est mes coutumes. Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, Philippe le Bel va vraiment mettre les points sur la table. Ça va vraiment être le roi de fer en disant, par exemple, je prends l'exemple de Narbonne, où à Narbonne, bah, traditionnellement, les Juifs de la ville sont sous la protection de l'archevêque. Et ben Philippe le Bel va dire, oui, non, mais oui, vous avez le statut pour vous, pour les Juifs, pour vos Juifs à vous, mais maintenant, ce sont les Juifs de l'ensemble du royaume. Le royaume, je suis le roi, c'est moi. Donc en fait, ils sont sous ma juridiction. Et donc, via cette expulsion-là, on en arrive à là. Donc c'est assez paradoxal. Les Juifs sont dégagés du royaume, mais d'un point de vue juridique, il y a une révolution qui s'opère à leur sujet, où ce ne sont plus les Juifs de tel ou tel seigneur particulier, mais les Juifs de l'ensemble du royaume de France. Donc voilà. Pour en dire encore un dernier mot sur cette expulsion des Juifs, forcément, ça a rapporté quelques piécettes au royaume de France, mais comment dire, ça n'a pas non plus été la grande rentrée d'argent que pouvaient espérer certains conseillers du roi. Pourquoi? Parce que les Juifs, avant de partir, empoisonnant le puits comme à leur habitude, ont caché les contrats. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des contrats de prêteurs sur gage en disant oui, j'ai prêté à machin de bidule, ils les ont cachés, mais pourquoi? Parce qu'en fait, en expulsant les Juifs, le roi a dit bah, les contrats de créance, donc les contrats que vous avez passés avec les débiteurs là, à qui vous avez prêté de l'argent, maintenant ils sont sous le coup de la royauté. Ce qui veut dire que l'argent que les goy devaient aux juifs, maintenant ils le doivent à la royauté, ce qui est un mouvement assez malin d'un point de vue financier, mais les juifs, pas bêtes, ont caché pour beaucoup les contrats. Donc c'est pour ça qu'on a un retour partiel de certains juifs en 1311, 5 ans après l'expulsion, retour partiel autorisé juste pour sortir les contrats où le roi va dire oui, oui, vous pouvez revenir, mais vous sortez les contrats maintenant. Donc c'est pour illustrer, si vous voulez, la magouillerie. Exactement. Bon, évitez de me déconcentrer, mais c'est exactement ça. La magouillerie, si vous voulez, la magouillerie talmudique n'a pas de début, n'a pas de fin. Je trouve ça assez incroyable. On autorise des juifs à revenir 5 ans après, mais juste pour sortir les contrats, s'il vous plaît. On vous a expulsé, mais on voulait l'argent, en fait, à la base. Ça me fume. Désolé, je vais essayer de rester vraiment sérieux. Ça me fume. Bref, d'un point de vue financier, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, en fait, il n'y avait pas que les juifs. Les milieux, les milieux financiers étaient aussi énormément représentés par les puissances italiennes, comme vous connaissez Venise et Gênes. Et si vous êtes un peu familier du règne de Philippe le Bel, les deux grands noms de prêteurs d'argent à Philippe, ce sont Biche et Mouche. Alors Biche et Mouche, ce sont des francisations de prénoms italiens, mais ce sont deux frères, deux marchands italiens, deux financiers italiens, qui ont beaucoup aidé Philippe le Bel dans sa recherche de shekel, hein, il faut le dire, de shekel voilà, pour financer des synagogues. Non, je rigole. Bref. Désolé, dès qu'on parle de la communauté, je perds mon sérieux. Il nous reste 2 chapitres à traiter, mes amis. Ils sont très intéressants. Dites-moi si je vous ennuie. J'espère ne pas vous ennuyer. Mais là, on en vient vraiment à un passage vraiment très intéressant où je vais revenir sur l'affirmation, enfin la réduction des privilèges et l'affirmation de l'État monarchique, qui est un peu le leitmotiv de cette conférence. Où, comme je vous l'ai dit, en fait, Philippe le Bel, et vous en avez un exemple avec ce que je viens de vous dire sur les Juifs, va outrepasser les juridictions locales, va carrément les annuler. On l'a vu avec les Juifs, on l'a vu avec la possibilité pardon, de faire appel au Parlement de Paris. Eh bien, il en va de même des privilèges de la noblesse. Déjà, qu'est-ce qui se passe, enfin, quelle est la situation antérieure à Philippe le Bel?
Déjà, avec, comme je vous l'ai dit, Philippe Auguste, ses grandes victoires, les grands féodaux du royaume sont calmés. On va le dire de manière très simple, ils sont calmés pour toujours. Et donc, ça entérine l'affirmation de l'État monarchique capétien. Mais donc, l'État comme appareil administratif autonome, se suffisant à lui-même, si vous préférez. Sous Saint-Louis, c'est quasiment pareil. Enfin, on a des recrudescences où, par exemple, durant la régence de Blanche de Castille, donc sa mère, Saint-Louis va subir une grande révolte des grands barons féodaux qui, en fait, vont se dire le royaume est géré par une femme, Blanche de Castille, le roi n'est qu'un enfant, donc on va en profiter pour réaffirmer nos privilèges en tant que grands barons, et donc un peu se soustraire à l'affirmation de cet État monarchique naissant et donc à sa soumission indirectement. Comme vous le savez, les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre sous Saint-Louis, mais il va continuer d'y avoir des jeux d'alliance avec les grands barons féodaux, ce que je vous ai dit. Philippe le Bel, lui, c'est vraiment une grosse radicalisation de la politique. C'est-à-dire, c'est un peu comme Philippe Auguste, je calme, mais cette fois-ci, je calme définitivement. C'est-à-dire que Philippe le Bel, et là je vais donner un exemple, mais pendant tout son règne, dites-vous bien qu'il a fait promulguer des chartes, donc des lois si vous préférez, où il stipulait plusieurs points. Je m'explique. Les nobles n'avaient plus le droit de chasser dans leurs terres, pas tous, hein, mais beaucoup de restrictions étaient mises à ce droit de chasse des nobles. Plus le droit de se balader en armes. Leurs juridictions ont passé outre, avec notamment la possibilité d'appel au Parlement via la Cour de Paris, ce que je vous ai dit. Mais pourquoi? Déjà, la chasse, c'est une affirmation de la particularité, et en fait, en restreignant ce droit pour les nobles, il affirme d'autant plus le caractère exceptionnel du roi et de son droit de chasse, déjà. L'interdiction de se balader en arbre, pourquoi? Ben parce qu'il faut affirmer l'État. Donc l'État, si vous connaissez Max Weber, c'est lui qui est le garant de la violence légitime tout simplement. Et donc des nobles qui se baladent en arbre, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans la tradition des petits nobles, même des grands, eh ben, on se balade en arbre sur ces terres, mais aussi qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des guerres privées entre nous. Par exemple, le machin, je sais pas, insulter ma cousine, j'envahis son château, puis ben voilà quoi, c'est la période féodale. Et dans une politique d'affirmation de l'État et de pacification, ben on interdit les armes. Enfin, on n'interdit pas les armes, on interdit de se balader en armes. Nuance. Parce qu'on a toujours besoin des nobles pour faire la guerre au service du royaume. Mais on veut interdire les guerres intestines entre nobles qui parfois épuisent les troupes, c'est vrai, enfin épuisent le potentiel militaire du royaume, entraînent des destructions et aussi, enfin voilà, ça donne une image d'anarchie et ça s'oppose à l'idée que seul l'État décide des guerres et décide de la violence légitime. Et en fait, on a par exemple l'exemple de la charte de 1306 où toutes les interdictions que je viens de vous énoncer sont édictées, mais en fait, ces chartes-là, on les retrouve tout au long du règne. Pourquoi? Parce que vous imaginez forcément que quelque chose d'aussi fort, d'aussi révolutionnaire presque, ben, ça ne s'est pas imposé tout de suite. Beaucoup de nobles étaient réticents à ça, ça a mis du temps, c'était pas quelque chose qui était populaire. Et j'en veux pour preuve un exemple, c'est-à-dire que suite à la mort de Philippe le Bel, on a un ensemble de petites révoltes nobilières, enfin, pardon, oui, enfin, nobilières, j'y arrivé, nobles tout simplement, qui éclatent, notamment en Artois. Alors l'Artois, c'est l'est du royaume, hein, pour ceux qui, enfin le nord-est, pour ceux qui savent. Vous voyez à peu près, donc on n'est pas loin de la Flandre. En fait, des révoltes éclatent suite à la mort de Philippe le Bel en 1314, fin d'année. Je suis fatigué, en novembre, pardon, 29 novembre 1314. Ces révoltes, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent? Enfin, que veulent ces révoltés? Que veulent ces marginaux, comme dirait l'autre? Eh ben, ils veulent chasser sur leurs terres, appliquer leur propre juridiction, se balader en arbre et faire ce qu'ils veulent. En gros, c'est ça. Hein. On révoque toutes les mesures de Philippe le Bel. Ces révoltes, d'ailleurs, elles ne sont pas que liées à la noblesse artésienne, donc de l'Artois. Elles ont aussi des liens avec la noblesse voisine de Flandre, parce que, comme vous le savez, il y a eu de nombreuses guerres entre Philippe le Bel et la Flandre. À sa mort, les tensions rejaillissent en Flandre, et du coup, vu que ce sont des territoires concomitants, ben ça pète un peu. Il y a des alliances, et donc il y a un éclatement de révolte. Ce qu'il faut retenir, c'est que la duchesse, pardon, je vais y arriver, la comtesse d'Artois, voilà. Il y a le comté, il y a le duché, mais il y a la comtesse d'Artois, Mao d'Artois, qui est une lointaine, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué, qui est une lointaine descendante de Saint-Louis, elle aussi. Et ben en fait, elle est un peu prise entre deux feux, c'est-à-dire qu'elle va essayer de calmer ses révoltes, d'y mettre fin, parce que ces révoltes, elles sapent son autorité en tant que duchesse, en tant que comtesse, pardon, je vais y arriver, en tant que comtesse, merci. Donc elle sape son autorité. Et de l'autre, la royauté suite à la mort de Philippe le Bel, donc Louis X et Philippe V, donc les deux fils qui lui ont succédé. Bon, le troisième, Charles IV, c'est encore autre chose. Les deux fils qui lui ont succédé, ils vont essayer de s'ingérer dans ces révoltes en disant, mais oui, mais en fait, on se révolte contre les mesures du roi, donc il faut qu'on calme ces révoltes. Et donc Mao d'Artois va aller se soumettre symboliquement à Louis X puis à Philippe V, ce qui va entériner encore plus l'entrée dans le giron royal de l'Artois
et donc encore plus la construction de l'État monarchique, parce que ces révoltes, il va y mettre fin, mais par l'intermédiaire de la royauté. Donc on a encore plus, avec cet exemple de cette révolte en Artois et de la soumission de Mao d'Artois, parce que cette révolte l'a désavantagée elle aussi, eh bien, on a encore plus cette idée de la soumission des grands féodaux et même des petits nobles. Et donc on rentre encore plus dans cette construction de l'État monarchique, la réduction des privilèges de la noblesse et l'affirmation de l'État, ce que j'essaye de vous, parce que ce dont je vous rabâche les oreilles depuis presque une heure maintenant. Bon, maintenant, l'affaire des Templiers, je vais la traiter très rapidement parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas le cœur de mon sujet, mais elle est aussi importante. Parce que l'arrestation des Templiers, c'est en octobre 1307 de mémoire, donc un an après l'arrestation des Juifs. Et comme je vous l'ai dit, elle la préfigure un peu. Pas dans le sens où les Templiers sont des Juifs, hein, arrêtons avec les raccourcis stupides, mais dans le sens où l'arrestation des Templiers va se faire sur tout le territoire du royaume. L'information va être circulée à tous les nobles, les garnisons, la prévôté, en fait, si vous voulez, la police de l'époque, pour le dire très simplement, très rapidement aussi. En fait, cette information va circuler dans le plus grand secret sur tout le royaume, et l'arrestation va être simultanée sur 1 ou 2 jours. Enfin, une journée, parce que le lendemain, enfin, il y a toujours des ratés, mais en une journée, tous les Templiers sont appréhendés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est, 1307, 14e siècle, pour vous montrer, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence sur l'affirmation de l'État monarchique. Et l'État, c'est une administration du territoire, de son impôt, de sa violence, de tout ce que vous voulez. Quel exemple plus criant, en une journée sur tout le territoire, en plein 14e siècle, tout le monde se coordonne pour arrêter les Templiers. Incroyable. J'en reviens maintenant à la Genèse. Pourquoi arrêter les Templiers? Bon, déjà, l'ordre des Templiers, comme vous le savez, il naît au début du XIIe siècle. La loi, enfin la règle de l'ordre est validée par la papauté en 1139. Et les Templiers, en fait, leur création, elle suit celle des Hospitaliers. Les Hospitaliers, eux, avaient la charge de soigner les pèlerins en Terre Sainte. Les Templiers, eux, de les protéger et de combattre en Terre Sainte. Donc voilà. Les Templiers, en fait, très vite se sont mis à, forcément à combattre aux côtés des rois de Jérusalem pour beaucoup. On les retrouve dans plein de batailles au cours des royaumes latins d'Orient. Mais très vite, ils se sont mis à avoir beaucoup de terres, beaucoup de biens mobiliers, beaucoup de patrimoine foncier, si vous voulez. Mais beaucoup de gens ont dit oui, ce sont des financiers, c'est du complot. En fait, non. Pourquoi ils ont obtenu tous ces biens meubles? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que face à l'engouement, on est en plein XIIe siècle, face à l'engouement pour les croisades, et là, un Bernard de Clairvaux, que vous connaissez au moins de nom, qui est un grand théologien, qui s'est mis à justifier les Templiers. Parce que c'était très bizarre à l'époque de l'apparition de cet ordre de se dire oui, ces gens-là sont un peu des moines, mais ils se battent quand même. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comment on peut justifier la violence en étant moine, en ayant un mode de vie monastique? C'est très étrange. Eh bien, Bernard de Clairvaux, dans le courant de la deuxième croisade, s'est mis à légitimer théologiquement cet ordre en lui donnant des assises légitimes, si vous voulez, intellectuelles et théologiques, en lui trouvant des fondements, si vous voulez. Et donc, mêlé à ça, donc d'un côté l'ordre est légitimé d'un point de vue intellectuel, de l'autre il y a l'engouement de plein de nobles pour la croisade, donc plein de gens vont dans les Templiers, s'engagent, mais aussi plein de gens leur donnent des biens. Plein de nobles leur disent oui, tiens, j'ai un château, j'aime bien ce que vous faites, je vous donne des biens, je vous lègue ce petit château-là qu'à moi. Et en même temps, je rejoins votre ordre. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et donc très vite, l'ordre des Templiers se retrouve avec beaucoup de biens fonciers, beaucoup de garnisons en Occident, au début pour aller combattre en Terre Sainte, puis après, plus maintenant, enfin, après plus parce que plus de Terre Sainte. Mais en fait, c'est dû à cet engouement pour la croisade, pour l'ordre des Templiers. Et en fait, c'est un fonctionnement assez similaire à celui des franciscains. C'est le même paradoxe. Les franciscains, Saint François d'Assise se met à prêcher la pauvreté, le dénuement, mais paradoxalement, quelques décennies après sa mort, l'ordre des franciscains se met à avoir un patrimoine foncier considérable en Europe. Mais pas parce qu'il est avare, parce que les gens, face à l'engouement pour cette nouvelle forme de spiritualité, se sont mis à faire des dons. Des dons de biens, des dons de terre, des dons d'argent, voilà. Et les Templiers, c'était un peu la même dynamique, si vous voulez. J'en viens à un peu plus simple période. Donc en 1291, la Terre Sainte tombe avec Saint Jean d'Acre, donc plus de Terre Sainte. En 1307, il n'y a toujours pas de reprise de Terre Sainte, donc de plus en plus de personnes se mettent à se dire à quoi sert l'ordre des Templiers? Il y a plus de, littéralement l'ordre est né pour combattre en Terre Sainte. Et même avant la chute de la Terre Sainte, quand il restait quasiment plus grand chose, la papauté se mettait à réfléchir à supprimer l'ordre. Elle a même demandé aux Templiers de justifier leur propre existence en écrivant un mémoire. C'est dire, et même avant l'arrestation des Templiers par Philippe le Bel, il y avait des discussions internes, enfin propres à la papauté, de fusionner l'ordre avec celui des Hospitaliers. Parce qu'on se disait, mais en fait, cet ordre ne sert plus à rien, il faut le fusionner pour leur trouver une utilité. Parce que les Hospitaliers, eux, ils avaient déjà une utilité de soins, mais aussi ils avaient encore l'île de Rhodes. Donc
Donc, et Chypre, attendez, Chypre, non, l'île de Rhodes. Enfin, juste l'île de Rhodes, donc qui était quand même une île assez importante, donc ils avaient encore une petite importance. Et on s'est dit, mais pourquoi encore garder ces deux ordres-là, pourquoi ne pas les fusionner? D'ailleurs, Philippe le Bel était assez partisan de cette doctrine-là. Et très vite, bien avant l'arrestation, on sait qu'il était opposé aux Templiers. Les raisons là sont assez très discutables. Déjà de un, il est assez rigoriste, comme je vous l'ai dit. Mais bon, officiellement, l'ordre des Templiers est un ordre chrétien, pas franc-maçon, donc là-dessus, pas de problème. Mais il faut aussi penser à autre chose. C'est que les Templiers, comme je vous l'ai dit, leurs règles, enfin, comme tout ordre à la fois guerrier, monastique, prêcheur, comme vous voulez, leurs règles, elles viennent de la papauté. Donc, ils sont validés par la papauté. Et donc, ils sont au service de la papauté, comme les dominicains en Languedoc. Et donc, Philippe le Bel, qui est en plein conflit avec Boniface VIII, qui cherche par tous les moyens à affirmer la création d'un État, donc d'un État monarchique, en passant outre les juridictions locales, des petits seigneurs, des grands seigneurs, qui soient temporels, spirituels, qui s'opposent au pape. Dites-vous bien qu'en France, c'était à peu près 10 000 hommes. En tout, la présence de Templiers dans leur garnison, dans leur château, tout ça. 10 000 hommes d'une armée potentiellement sous les ordres du pape. Bon, voilà, ça peut être une des raisons. L'autre raison, c'est que bien avant la condamnation, enfin à peu près 2 ans avant la condamnation, il commence la procédure en parlant au pape, déjà, juste après la mort de Boniface VIII, en disant il faudrait faire quelque chose avec l'ordre. Les papes, en gros, enfin, Benoît XI lui dit oui, on va le fusionner avec les Templiers à la prochaine Saint-Glinglin, t'inquiète. Il charge en 1305 Nogaret de produire un mémoire sur les Templiers. Nogaret va en gros, pour résumer l'histoire très brièvement, parce que sinon ça va être trop long, il va négocier, enfin, il va essayer de trouver des personnes qui étaient en prison avec les Templiers, et c'est là, on va lui dire oui, le baiser, la sodomie, le reniement du Christ, tout ça. Et suite à l'arrestation, j'en reviens à l'arrestation de 1307, il va y avoir toutes les procédures d'enquête, de témoignages. On sait que la torture a été utilisée, on le sait, mais il y a eu plusieurs témoignages concordants. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, il y a des témoignages. On embrasse une statue de sodomie, de reniement de la croix, de conneries comme ça. Je ne dis pas conneries parce que c'est pas des conneries, mais en fait, le mystère reste entier. Mais qui ressort de tout ça, c'est que c'était beaucoup plus des cas isolés et qu'en fait, il faut pas comprendre ça comme déjà, il faut pas prendre au sérieux le côté oui, oui, il prêche Satan et tout. Enfin, l'Église a dit ça de tous les hérétiques et rien ne soupçonnait les Templiers à part ça. On sait que Nogaret, quand il produit ça, quand ce faux témoin, enfin, ce témoignage comme quoi il aurait rencontré quelqu'un en prison avec un Templier et qui lui aurait dit tout ce qui se passait dans l'ordre, c'est le même Nogaret qui a traité le pape d'hérétique, de sodomite, hein, n'oubliez pas. Enfin, qui a écrit que le pape était hérétique et sodomite. Comment comprendre ces témoignages alors? Eh bien, à mon sens, ces témoignages, enfin, les témoignages qui sont reçus sous la torture, bah, ils vont dire tout et n'importe quoi. Ils vont dire oui, il y a Satan, oui, on vénère Satan, on vénère l'Antéchrist. Les témoignages non obtenus sous la torture et qui concordent à peu près, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et en fait, que c'était des pratiques légères et que ces pratiques de pseudo-reniement, d'obliger de baiser la croix inversée ou je sais pas quoi, ou de pseudo-pratiques sodomites, bon bref, c'était des pratiques de bizutage. Il faut bien vraiment se mettre ça en tête, c'est que le consensus, et je pense que je me place dans ce consensus-là, c'était pas forcément. Enfin, les causes sont multiples, mais c'est que tout ce qui est dit de ces accusations de Templiers, c'était des pratiques de bizutage pour les nouvelles arrivantes dans l'ordre. Ce genre de débordement, si vous voulez, oui, d'embrasser les statuts, de ce genre d'accusations qui pouvaient prêter à l'hérésie. Mais les raisons profondes qui ont mené à la disparition de l'ordre, qui est entérinée en 1313 par le Concile de Lyon, réuni par Philippe le Bel avec Benoît XI, qui cette fois-ci entérine définitivement la suppression de l'ordre et qui petit à petit va faire tache d'huile en Europe, ce qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que l'exemple de Philippe le Bel va être recopié partout en Europe. Et bien, en fait, les grandes raisons, à mon avis, elles sont multiples, forcément. Le côté un peu rigoriste, parce que, euh, comment dire, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Quand quelqu'un vous amène les preuves que quelqu'un est hérétique et que vous êtes foncièrement bon chrétien, que vous le croyez, et que vous êtes un peu rigoriste comme Philippe le Bel, ben vous pouvez le croire. Vous pouvez le croire, vous pouvez le prendre pour argent comptant. Donc, c'est pas non plus à jeter à la poubelle. Aussi, des intérêts financiers, bon, je pense que là-dessus, ça a été largement un peu exagéré parce que, oui, ils contrôlaient la banque, la finance. C'est vrai qu'ils avaient la garde des trésors royaux.
Mais Philippe le Bel, au cours du règne, même avant l'arrestation, en fait, il les a fait changer de place. Et les Templiers ne se sont pas révoltés, ils ont dit tu fais ce que tu veux avec les trésors, nous on les garde, mais si tu veux les faire garder par les hospitaliers, aucun problème. Donc des arguments financiers, possiblement oui, mais surtout des arguments, enfin pour moi, l'argument qui ressort, c'est les Templiers étaient un peu un État dans l'État. Et donc, dans cette volonté de Philippe le Bel d'affirmer l'État monarchique comme au-dessus de toutes les petites particularités spirituelles, temporelles, de la papauté, des seigneurs locaux, tout ce que vous voulez, eh ben, les Templiers, c'était quand même une grosse épine dans le pied. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Moi, je pense que c'est vraiment à comprendre comme ça. Les raisons financières, morales, de lutte contre l'hérésie, elles peuvent rentrer totalement là-dedans, parce que psychologiquement, on a vu que Philippe le Bel était assez rigoriste, assez froid. Euh, enfin voilà, il a un peu l'alliance du roi très pragmatique, très réel politique, mais en même temps, le côté rigoriste, chrétien sincère n'est pas non plus à négliger, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai quelques éléments de conclusion, mais c'était la dernière partie parce que les Templiers, je n'avais pas envie de m'étendre là-dessus. J'avais dit que je parlerais de l'affaire de la Tour de Nesle, mais c'est pas le plus passionnant parce que oui, en gros, oui, suite à la mort de Jacques de Molay, on a dit oui, le roi maudit, tout ça, mais ça enfin, j'ai pas besoin de vous dire que ça c'est de la fantaisie, c'est juste parce que un siècle après, les gens se sont dit ah oui, c'était quand même la merde après la mort de Philippe le Bel, et ils se sont dit bah oui, mais c'est parce qu'il a fait brûler le Templier, c'est une malédiction. Voilà. Fin de l'explication, merci, au revoir. Mais bon, voilà quoi. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur les Templiers. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, là, sinon tout le monde va s'arrêter. Qu'est-ce que vous en voulez Qu'est-ce que vous voulez On s'arrête Moi, je pense qu'on s'arrête parce que c'est quand même 1 heure et demie presque. C'est pas mal. Hein. Est-ce que j'avais quelques éléments? Oui, j'avais dit que que je parlerais de politique internationale, mais bon, je l'ai déjà fait en fait quand j'ai parlé du début du règne. J'avais dit que la conférence ne serait pas vraiment axée là-dessus. Donc, on va en arrêter là. Et je pense que voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que les Templiers n'étaient ni des francs-maçons ni des juifs, mais juste pas au service du roi de France, trop puissants financièrement et surtout d'un point de vue de nombre et d'un point de vue de biens fonciers, parce qu'il y a quand même un cadastre assez balèze dans toute l'Europe, en Aragon encore plus qu'en France. Donc voilà, je pense que ce sont des raisons avant tout de réel politique et de pragmatisme politique de Philippe le Bel qui ont amené à la suppression de l'ordre des Templiers. Voilà. Et suppression de l'ordre, hein, pas suppression de ses adhérents, enfin de ses membres, je vous rassure, à part quelques berlus comme Jacques de Molay, la plupart, ils sont soit partis dans la vie civile, soit ils se sont fondus dans l'ordre des hospitaliers. Hein. Ils n'ont pas été exterminés, je vous rassure. Et la plupart, l'immense majorité n'avait rien de déviant, je vous rassure. Hein. Voilà. Bah après, je sais qu'on ne sera pas du tout d'accord là-dessus, donc moi je vais m'arrêter là. Je vous laisse me répondre, me débattre, mais je sais qu'on va pas être d'accord sur les Templiers, mais je tenais à donner mon interprétation, et c'est pour ça que j'ai choisi cette dernière partie des Templiers dans l'affirmation de l'État monarchique, parce qu'à mon avis, les deux sujets sont pleinement liés, pardon. Et voilà, il fallait faire le lien, je l'ai fait. Il faut le savoir. Et, ah oui, dernier truc avant que je vous laisse la parole, j'avais dit que je donnerais deux petits éléments de bibliographie pour au moins se faire une idée pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet. Il faut lire déjà Philippe le Bel par Jean Favier, 1978, un classique sur le sujet. Jean Favier, grande référence d'histoire médiévale en France. Et si vous voulez un petit complément, toujours dans le même style, biographie de 500, 600 pages, voire un peu plus même, plus 500, même plus 600 que 500. Il y a aussi celle de Georges Minois qui est pas mal. Et sinon après, il y a des ouvrages beaucoup plus spécialisés, mais c'est sur des cas à part. Et il y a aussi celui de Jacques Crinen, Philippe le Bel, La puissance et la grandeur, mais ça c'est beaucoup plus une analyse de sciences politiques et juridiques aussi, avec ce que je vous ai dit sur l'affirmation de l'État. En fait, ça rentre un peu plus dans ce cadre-là, parce que Jacques Crinen parle beaucoup d'aspects juridiques et des spécialistes d'histoire du droit. Donc c'est pour ça que, enfin voilà, je mettrai les références dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais je vous donne la parole, chers amis. Moi, j'arrête. Merci, ça fait plaisir. Ah, j'ai parlé 1 heure et demie, il faut que je parle tout seul maintenant. Ah, merci, ça fait plaisir. Mais j'aimerais bien que tu me le dises. Là, je parle tout seul. Là, je parle avec le bot, en fait. Hein. Là, je parle pour l'enregistrement. Donc, bonjour aux futurs auditeurs de la cathédrale. Hein. Bienvenue sur le temps des tempêtes. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le temps des tempêtes pour Audible. Exactement. Oh là là. Bon, allez, Ah, débutez-vous, là. ouais, ils sont tous assommés par la conférence. C'est vrai qu'elle a été longue. Hein. Il y avait beaucoup de Ouais, points non, à mais en fait, aborder.
m'en suis rendu compte pendant le déroulant. Je me suis dit, oula, mais là, je les emmène dans un tunnel, le tunnel des Lubavitch, là. Ah ouais, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations assimilées là, putain. Ouais, c'était désolé. Ouais, non, mais en fait, je m'en suis rendu compte pendant le déroulé que c'était pas le. J'aurais dû faire autre chose, là. Non, C'était un non, accident. c'était parfait. Merci beaucoup, vraiment, vraiment. Un condensé, un résumé même trop court à mon goût, hein, vraiment. Ah, Donc, mais ça fait plaisir. Ah non, ça fait plaisir, Giovanni. Mais pour de vrai, je suis content. et je suis sincère, hein, il n'y a pas de louvoiement ou de second degré hein, dans ce que je... Voilà. Bah écoute, la prochaine fois, je propose une conférence de 4 heures sur le sujet, avec Ah ben, analyse des politiques monétaires, tout y passera. ah ben Ah, j'adhère complètement, vraiment en plus, hein. Non, parce que Ah bah ça. c'est du live, c'est du live. Et puis, bon, tu as l'élocution, tu as la connaissance, puis tu as, voilà, l'avenir, en fait. Si on regardait, en fait, le sens du futur dans le présent, c'est la transmission du savoir et de la connaissance, tout simplement. Et donc, eh ben, individuellement, euh, on peut avoir une certaine compétence, qualité pour pouvoir ben, instruire ou en tout cas faire entendre, voilà, avec de l'humilité pour pas passer pour un enseignant, un professeur ou un maître à penser. C'est magnifique, je veux dire. Là, moi, ce que j'ai vécu là, comme expérience, vraiment, merci beaucoup. Voilà, Ah bah ça me touche, c'est très gentil, Giovanni, ça m'a droit au cœur. voilà. Mais Non, non, mais est-ce que vous avez des questions sur le fond, des débats, des choses que vous n'avez pas comprises ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Ça m'intéresse. Notamment sur les Templiers, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi. En fait, avec une légitime, comment on va dire, prise de distance avec un événement passé où, moi personnellement, je fonctionne par la preuve, c'est-à-dire par la vérification. C'est-à-dire que lorsque j'arrive ici en ce monde, euh, je m'aperçois à un moment donné de la désillusion. De la désillusion, ça veut dire qu'en fait, intellectuellement et mentalement, ce que j'ai reçu dans l'éducation se retrouve en fait, comment on va dire, pas malmené, mais se retrouve à mal en fait, hein. C'est un peu comme l'histoire du Père Noël finalement. Et donc pour en arriver donc au sujet qui pour moi est principal et pourtant que tu as tellement écourté, les Templiers, hein, les Templiers, je j'ose hein, aujourd'hui intervenir et te dire que je suis dans la même lignée que ton analyse, pour pas dire ton ressenti, et qui fait que effectivement, du moment où on appuie sans preuve euh, une condamnation, un jugement, euh, alors que à la base des individus portant leur vie, hein, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait même des engagements à travers la maladie de la lèpre. C'est pour ça que d'ailleurs, lors de rencontres, il essaie aussi une certaine forme on va dire, de terreur, puisque les survivants ont pu voir effectivement des armures portées par des chairs déformées par la lèpre, en fait. Donc, je vois mal, en étant factuel, un être qui se connecte à ce que l'on appelle, en fait, c'est quoi qui réunit la sensibilité de l'humain? Finalement, c'est la foi. J'ai du mal à admettre une, euh, une histoire sans preuve, alors que l'histoire apporte des preuves de tout son contraire. Un Tu peux revenir individu. au point précis, là, Giovanni, je n'arrive plus trop à le suivre. Ah, pardon, ben, pour te dire, quand tu disais l'ordre des Templiers, etc., pourquoi est-ce qu'il a été dissolu et que pas que tu avais mis une protection, mais qu'en fait, voilà, quoi, c'est pas des sodomites et puis ils embrassent pas la croix inversée, il faut arrêter le délire, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, moi, je l'affirme. Alors aujourd'hui, voilà. Oui, oui. Alors on va me dire que je parle sans preuve. Eh bien, moi, je vais dire que les preuves que j'ai, c'est justement le, 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 le pacte que tu fais au nom de la foi
où tu vas contracter une maladie terrible qui va t'effacer toute forme de narcissisme pour te relier uniquement à un ordre religieux, quoi, au symbole de la croix, de la foi et du message de Jésus, quoi, et de Oui, tout oui. ce qui en suit. Et Je pense donc, que ils ont été simplement trahis, quoi. C'est une énorme trahison, si vous regardez oui, bien. Toujours oui, pareil, quoi. Je veux dire, à qui profite le crime? Lorsqu'il y a deux individus qui s'entretuent, il y en a un troisième qui regarde et qui s'en frotte les mains. Je veux dire, vous m'avez parlé là bah, ça se termine en hitch, là, hein. Voilà. Voilà, il y a une histoire là-dedans. Et là, il y a des preuves, par contre. Des preuves écrites, un protocole, un plan, un organigramme, un agenda. exactement. Et qui se retrouvent aujourd'hui, par contre, dans le présent. Donc, je veux bien que d'être accusé et d'être ostracisé en tant que complotiste. À une époque, c'était, bref, un autre nom qu'on disait, qu'on exprimait. Mais là, aujourd'hui, si on travaille avec la preuve, écoutez, preuve à charge, ce n'est plus des coïncidences, mais ce sont des actes et des faits, quoi. Voilà. Et Oui, non, donc, mais je reviens. en 50 ans, de vie, je trouve qu'il y a eu une évolution dans le monde actuel, en Occident, mais en France, d'une rapidité sans limite. Voilà. Oui, essayons de ne pas trop dévier du sujet, mais je vois ce que Ouais, tu veux dire. pardon. Francis, Béchamel, Vegeta, IP, Megumi, Oui. Une question, Très bien. allez-y. Shalom. Alors pourquoi il a été si hostile avec les Juifs? J'ai pas saisi. En fait, là aussi, ça prête à débat. Déjà, il est tout à fait, il n'est pas du tout à exclure qu'il était un peu anti-juif comme Saint-Louis. Saint-Louis qui a promulgué des lois très restrictives contre les juifs. Philippe Auguste, il en a expulsé d'Île-de-France. Et la pratique d'expulser un peu les juifs, ça se faisait, mais par région. Donc lui, il a juste fait à l'échelle du royaume. Donc déjà, il y a de ça, il y a un peu cet anti-judaïsme assez courant à l'époque, hein, totalement dans l'air du temps. Et l'envie de récupérer quelques ressources financières aussi, on va pas se mentir, de taxer les juifs. Enfin, les juifs étaient souvent taxés un peu plus que les autres pour obtenir des ressources, tu vois. Et là, avec l'expulsion, c'était un peu la promesse de toucher le pactole. Ce que j'ai expliqué, c'est que ça n'a pas vraiment été trop le cas au début. Il a fallu les faire revenir parce qu'en fait, ils avaient planqué leur contrat de créance. C'est-à-dire que les juifs avaient des contrats parce qu'ils prêtaient de l'argent, c'était des prêteurs sur gage, et ils avaient caché les contrats pour que la royauté ne les reprenne pas. Parce qu'en fait, en expulsant les juifs, la royauté s'est approprié les contrats et s'est dit maintenant, c'est nous le créancier. Donc on va récupérer l'argent que vous avez prêté. Les gens qui vous doivent de l'argent, maintenant, ils le doivent à nous. Sauf qu'en cachant les contrats, les juifs ne savaient, la royauté ne savait pas qui devait de l'argent, donc ne savait pas où récupérer l'argent. Ok. Et ça t'étendait à... Il y avait beaucoup de Juifs ou c'était vraiment une minorité ou... Il y en a quand même pas mal sur tout le royaume. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça se compte en dizaines de milliers quand même. Ah ouais, quand même, ok. Oui, oui. 2000 ans, monsieur. Effectivement. Il est toujours dans les concours, là. Et Une j'ai une date. question par rapport à Vas-y. Philippe le Bel. Oui. À la fin de sa vie, quel a été ses liens avec la papauté? Du coup, il s'est réconcilié avec? Ou il a En toujours fait, été. en fait, il y a que Boniface VIII qui a été son pire Oui. ennemi. Parce que le pape d'après, je suis passé très vite dessus, c'est vrai que c'est dommage. Le pape d'après Boniface VIII, Clément V, il règne un an, donc il n'a pas le temps d'être important. Et après, c'est Benoît XI. Et Benoît XI, il est pape de 1305 jusqu'à la mort de Philippe le Bel. Il meurt quasiment, je crois, la même année ou à quelques mois d'intervalle. Enfin, je crois qu'il meurt un tout petit peu après le roi, donc il meurt à quelques mois d'intervalle. Et en fait, Benoît XI, donc lui, c'est lui qui va entériner la suppression des Templiers au Concile de Lyon. Et en fait, ça a été un roi un pape assez accommodant. C'est-à-dire que Boniface VIII, lui, c'était j'affirme le pouvoir de la papauté. Benoît XI, lui, c'est un archevêque de Bordeaux qui a été élu, pas par hasard, mais bon, voilà quoi, loin des grandes affaires de l'aristocratie romaine. Et en fait, lui, il n'a jamais causé de problème à Philippe le Bel. Les seuls problèmes qu'il causait, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est qu'il prenait du retard. C'est-à-dire que Philippe le Bel lui disait oui, non, mais là, il faut que tu condamnes l'ordre des Templiers. Et Benoît XI lui dit je vais mener une enquête et suivant les résultats de l'enquête, on verra ce qu'on fait. Ok, Philou?
Donc c'était un peu le pape, oui, à la semaine prochaine, Philou. Mais il n'y a Ah plus, oui, après, d'accord. il y a plus de conflit. Et en fait, il a réussi à obtenir, avec Benoît XI, la suppression de l'ordre des Templiers, entériné au Concile de Lyon en 1313, ou 1312, attends, je sais plus, enfin dans ces eaux-là, et la condamnation plus ou moins intégrale de la mémoire de Boniface VIII, de certains aspects de sa mémoire. Donc il a bien réussi le coup, en fait. Donc plus de conflit avec la papauté après Boniface VIII. Voilà la question. Voilà la réponse. Ouais, ok. Donc, en fait, Benoît XI, c'était un peu l'inverse de Boniface, puisque Boniface, il disait, il demandait à Philippe de Belle d'aller attaquer des hérétiques dans un coin de la France. L'autre, il a dit non. Et maintenant Non, ça que. Et c'est. maintenant... Ouais, non, non, ça c'était Philippe Auguste, ça c'était un siècle avant, mais Ok, ok, ok. Ouais, t'inquiète. Mais pour ça, je me suis un peu embrouillé. j'ai essayé de pas trop parler des Qatars, mais j'ai fait une conférence à part dessus parce que c'est le sujet. J'y reviens plus longuement là-dessus d'ailleurs. Vous verrez, parce qu'en plus c'est un siècle avant, donc c'est des souverains qui se suivent. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez avoir plus de contexte. J'adore, je fais ma pub comme un marchand de tapis. Non, mais en fait, si tu veux, au moment de Philippe, enfin dans le règne de Philippe Auguste, donc un siècle avant, un peu plus d'un siècle avant, Innocent III a dit à Philippe Auguste, les Cathares explosent en Languedoc, ils sont beaucoup trop nombreux, va mener une croisade contre lui. Philippe Auguste a dit au pape, non, parce que, enfin, il lui a pas dit, mais ce qu'il pensait, c'est non, je n'irai pas, non pas que je ne sois pour l'hérésie, mais parce que si j'y vais, j'apparaîtrai comme aux ordres du Saint-Siège. Ce que je ne veux surtout pas faire, je veux affirmer l'autonomie du royaume de France vis-à-vis du Saint-Siège, je ne suis pas à tes ordres. Donc il a autorisé des nobles du nord de la France, de son royaume, à y aller, mais pas en son nom. Enfin, pas directement. Il n'a pas pris la croix lui-même. Il a refusé d'engager le royaume dans cette croisade. Tu vois. Oui. Alors que le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, c'est que Boniface VIII lui dit, en fait, tu taxes les ecclésiastiques, il faut que tu me demandes l'autorisation, tu n'as pas le droit. Philippe le Bel lui dit, non, mais en fait, non, je fais ce que je veux. Boniface VIII lui dit, moi, je suis pape, je suis dans la lignée de Grégorien, enfin de Grégoire, le spirituel est supérieur au temporel. Donc, en tant que pape, je te suis supérieur. Ce que Philippe le Bel ne supporte pas, parce que pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est le temporel qui est supérieur. Ça finit mal. Et après, en fait, après ce conflit, plus vraiment de conflit entre papauté et royaume de France. Hein, ça reste. Mais la dynamique elle va rester la même. Par contre, on va pas revenir à une époque antérieure. Enfin, on va pas revenir. On va pas arriver à une situation, si tu veux, où les papes vont dominer les rois. Philippe le Bel va impulser une dynamique et après, on va plus se poser de questions, si tu veux. Ça va être naturel après pour les rois de France de dire oui, non, mais la papauté, elle est gentille, mais elle a aucun ordre à nous donner, en fait. Ouais, C'est un c'est peu le. plus. Il Vas-y. était un peu dans l'état d'esprit, l'État, c'est moi. Ben, Et c'est ça, puis, en ouais, fait, bah, si tu un veux. peu souverainiste, quoi, avant Mais l'heure. c'est ça, c'est exactement ce que vous voulez. C'est le mot que j'ai oublié d'employer pour la conférence, mais qui va très bien. En fait, Philippe le Bel, si tu veux, c'est un peu les débuts du gallicanisme. C'est-à-dire l'Église de France, mais la papauté, elle est gentille, mais elle n'a pas trop d'ordre à nous donner non plus, quoi. On la respecte, on est dans l'Église, mais le clergé de France, c'est le clergé de France, tu vois. C'est un peu ça avant l'heure, si tu veux. C'est un peu lui qui. Ouais, je vois l'idée, ouais. Voilà. Et heureusement que vous m'avez dit que c'était trop, enfin que c'était un peu lourd, parce que la conférence, je vous préviens, la conférence sur Louis XI, ce sera du même acabit. Hein. Donc préparez-vous dans les barbelés, hein, j'ai envie de dire. Du Moi coup, j'avais. ah Pardon. pardon, vas-y. Allez-y, Vas-y. allez-y. Moi, j'allais juste te dire, du coup, est-ce que tu penses qu'en fait, tout ce que tu nous as exposé là, les choix qu'il a pu faire, etc., c'était sa vision à long terme pour la monarchie, ou c'est juste que c'était quelqu'un d'un peu pragmatique, on va dire, et il s'est juste dit, vas-y, moi, je fais au mieux pour maintenir mon pouvoir royal et imposer mon autorité. Ou est-ce que tu penses qu'il y avait vraiment un truc de l'ordre de, vas-y, à long terme, il faut que la monarchie se soit de plus comme ça, donc je vais aller dans ce sens-là. Alors, euh, question Intéressant. complexe et simple. En fait, oui et non. Je m'explique. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué en introduction, il y avait déjà une dynamique avant Philippe le Bel d'affirmation de l'État monarchique. Donc, il n'apparaît pas ex nihilo, si tu veux. Et comme je l'ai dit, son précepteur l'a instruit dans ces préceptes-là, où en fait son précepteur lui disait carrément, enfin, la pensée de son précepteur, c'était oui, mais le prince a aussi des attributs divins, ce qui lui a servi à légitimer sa position face à Boniface VIII en disant mais moi aussi j'ai des attributs du sacerdoce, il n'y a pas que toi qui peux te réclamer du spirituel. Donc déjà il y a ça, il naît là-dedans. De deux, bah forcément il y a un côté personnalité, on l'a surnommé le roi de fer après sa mort. C'était bien qu'il avait la volonté de contrôler tous les dossiers de A à Z
Là-dessus, y a pas mensonge. C'est sous son règne que les légistes apparaissent et se développent. Sous Saint-Louis, sous Philippe III, il n'y a pas vraiment ça. C'est encore les grands barons qui sont un peu les conseillers du roi. Lui, il se dit non, je vais prendre des spécialistes du droit, de la théologie, si vous voulez, des roturiers qui n'ont pas d'attache seigneuriale, mais qui me devront tout. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que celui qui a succédé à Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny, il a tellement eu de pouvoir, de biens matériels qu'il y a eu des complots contre lui qu'il a été condamné parce que les gens lui ont dit mais en fait tu complotes, le roi te donne tellement de pouvoir qu'on se demande si tu veux pas comploter. Donc en fait il y a aussi un aspect personnel. C'est pour ça que je dis il est dans la dynamique d'affirmation de la monarchie et de l'État, mais il opère un peu une révolution dans son règne parce que lui déjà il dégage les grands féodaux, ce que Saint-Louis n'avait pas fait. Lui il dit non mais en fait ceux qui me conseilleront dorénavant, enfin il les dégage pas, mais ceux qui seront mes proches, qui vont appliquer ma politique de A à Z, ce sont des conseillers qui me sont fidèles et qui me doivent tout. C'est-à-dire que sans moi, ces gens-là n'ont pas de grands domaines sur lesquels se rattacher. Et ce qu'il avait prévu, enfin, je suis quasiment sûr, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que c'est la vérité. Il avait prévu que cela dure. Pour lui, il fallait continuer dans cette lignée-là. Et je spoil un peu, mais ses 3 fils qui sont morts en à peine, attendez, je refais mes comptes en, en 14 ans. Donc en 14 ans, ses 3 fils, parce qu'il a eu 3 fils. Ces 3 fils se succèdent, ils meurent sans héritier, donc on change de branche, ça devient les Valois. Mais ces 3 fils reprennent les grandes lignes de sa politique. Même s'ils n'ont pas le temps de l'appliquer parce qu'ils règnent peu, ils règnent quelques années chacun à peine, mais ils reprennent les grandes lignes. Et la monarchie française, bon, si on nommait l'épisode de la guerre de 100 ans qui arrive après Philippe le Bel, déjà, elle voit l'État monarchique s'affirmer. Alors vous me direz c'est la guerre, mais pas forcément parce qu'il y a des périodes de paix. Charles V, c'est Philippe le Bel pendant une vingtaine d'années, hein, c'est la même politique. Hein. Et après la guerre de 100 ans, c'est encore plus loin. Dans le degré je liquide les grands féodaux, cette fois-ci ça va même plus loin parce que, et c'est pour ça que je ferai la conférence sur Louis XI, sous Louis XI, c'est même plus je soumets les grands féodaux, c'est je les liquide. Donc voilà. Philippe le Bel, il a tracé une voie. Hein. C'était pas juste. Il a opéré une révolution dans l'affirmation de l'État. Donc il a un peu son côté qui lui est propre, sa propre personnalité, sa propre manière de gérer les affaires, pragmatique, mais il est dans une dynamique, clairement. Et sa dynamique, elle va encore plus loin après sa mort. Nonobstant la guerre avec les Anglais. Finalement, il a un peu mis en place les grands principes de l'État moderne centralisé qu'on a eu après, quoi. C'est ça. En gros. Centralisé, administration, plus de juridictions locales, plus de pouvoirs locaux. Maintenant, tout passe par Paris, je vous l'ai dit, le Parlement de Paris, n'importe quel habitant du royaume sous Philippe le Bel peut faire appel au Parlement de Paris. Donc là aussi, centralisation du pouvoir, ça joue. Et il y en avait des tonnes des appels. En tout cas, moi, je retiens une chose. Il faudrait un Philippe le Bel pour faire appliquer les OQTF. Voilà, c'était ma dernière remarque. Là, ce serait très efficace. Oui, ce serait efficace. Il faut demander à Jordan. Oh putain. Jordan, l'Algérien des terres. Jordan Lebeau. Moi, j'avais une autre question du coup sur sa mort, qui apparemment j'avais vu, c'était de la chasse. Oui, c'est ça. Mais ça reste controversé apparemment aussi. De ce que j'ai lu, non, c'est pas controversé, c'est un accident de chasse à la con. La plaie, comme à l'époque, la plaie, ça s'infecte très vite. Et on sait pas soigner ça. Ouais, mais j'avais vu à d'autres endroits, en gros, que ça disait que ça aurait pu être un assassinat, apparemment. Oui, il y a des spéculations sur est-ce que, enfin, comme tout, tu vois, la mort d'un roi, ça prête à spéculation, mais oui, on dit qu'on l'aurait empoisonné pendant qu'on essayait de le soigner. Bon, moi, j'y crois, moi. Ouais, voilà, ça reste controversé, comme je disais. Ça reste controversé, je ne pense pas vraiment, mais ouais, je suis pas sûr du tout. Oui, après, il y en a qui vont dire oui, c'est la malédiction des Templiers qui s'applique. Voilà, c'est ça que j'allais venir, la fameuse malédiction, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est un. Forcément, ça fait de beaux romans, comme l'a montré IP, ça fait de beaux films, ça fait de très beaux films, mais ça reste de la fantaisie, cette malédiction. Ça dépend ce que vous entendez par malédiction. Est-ce que vous pensez vraiment que des forces occultes ont amené les choses là où elles ont été? Mais bon, moi j'y crois moyen. 500 ans après, on a la République, quoi. Oui, mais il n'a pas prédit la République, Jacques de Molay. Il a prévu la fin de la dynastie. La nuance. Ça a eu lieu, oui. Ça a eu lieu, la fin de la dynastie. Oui, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Oui, bien sûr. Mais il n'a pas prévu la République, d'ailleurs.
malheureusement. Et d'ailleurs, je vais dire un truc, c'est que je vois la mystérieuse chute des Capétiens d'Iré, je vois, ils ont pas eu d'enfants Oui, c'est ça. d'hommes, en gros, et que ça s'est vite terminé. Bah oui, mais c'est ce que Ils j'ai mettent dit à mes entre goûts. guillemets malédiction des Templiers, la rapidité de l'extinction de cette branche royale reste surprenante. Oui, c'est très surprenant, oui, parce que ils avaient tous les trois, enfin, c'est ce que j'ai dit à Megumi en fait. Ils ont régné 14 ans, 14 ans, trois rois. Donc les trois fils de Philippe le Bel, l'un après l'autre. L'un est mort après l'autre. Bon voilà, pour des accidents à la con, ou alors je crois qu'il y en a un, il est mort de maladie un peu bébête. Mais voilà, ils avaient tous des compagnes. Il y avait l'affaire du vivant, de l'année de la mort de Philippe le Bel, de son vivant encore, la Tour de Nesle, où en fait on a appris que ben, sur trois de ses fils, il y en a deux qui étaient cocus et il y en a une autre, elle était dans la combine, elle était dans la confidence. Donc ça aussi, énorme discrédit sur la monarchie, il a pété un câble. Il a fait enfermer les femmes en question d'ailleurs. Il a même failli les faire tuer d'ailleurs, enfin il était parti pour les faire tuer. Ça donnait une pièce de Dumas. C'est vrai que ça prête à spéculation, hein. Je dis pas le contraire, hein. Je ne dis pas le contraire, mais comment l'interpréter? D'accord, oui, il a prédit la fin de la dynastie, ça a eu lieu. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Templiers étaient des gentils, Philippe le Bel était méchant, ou alors ça veut dire que il les a maudits parce que Jacques de Molay était un sataniste. Voilà, on peut toujours aller très loin. Ouais, mais ça reste le fait quand même qu'il y a beaucoup de mystères Ah, autour de cette personne quand même. ah oui, non, attends, tu parles de qui de mystère? Bah, de la personne que tu parlais dans cette conférence. Philippe le Bel ou Jacques de Molay? Philippe. Ah non, Philippe, en fait, il y a des mystères, mais comment dire, des mystères pas compliqués, mais c'est juste que retracer le portrait psychologique de quelqu'un au Moyen Âge, c'est compliqué. Et déjà, c'est pas du tout la même vision du monde que nous. Mais on a plein de sources sur Philippe le Bel. Là, ce que je dis sur son règne, on a des tonnes d'infos. Donc, on a les grandes lignes de sa politique, on les a, tout est sourcé, hein. Il n'y a pas de, Non, mais il y a oui, pas de mais mystère. de part de la chute Ah oui, ah de oui. tout ça, C'est-à-dire des pourquoi, Templiers, tout oui, ça, il y a beaucoup de mystères quand même. oui, C'est oui. ça que je veux dire plus. Pourquoi il a liquidé l'ordre? Oui, là-dessus, oui. Enfin, c'est pas qu'il y a du mystère, c'est que il n'y a pas une raison qui émane, enfin, il n'y a pas une raison claire. On se dit, ah oui, il a fait ça, mais c'est sûr que c'est pour ça. Tu vois? On se dit, ah, il a fait ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans sa politique. On n'est Ok. pas sûr. Ouais, tu vois. Pareil pour les Juifs. Pareil pour les Juifs, l'argument financier, oui, mais dans les faits, ça n'a pas rapporté tant que ça. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était foncièrement antisémite, ou alors c'était juste pour l'argent, ou alors parce qu'il voulait enlever les corps étrangers du royaume, parce que juifs, templiers, hérétiques, ça va un peu dans une vision rigoriste du royaume. Il faut purifier le royaume, il faut l'enlever de ses mauvais éléments. Donc on peut aussi voir les choses comme ça. Il a fait ça par rigorisme religieux, un peu comme Saint-Louis, hein. On peut se dire ça aussi, hein. Ouais. Peut-être que parce que aussi les Juifs posaient quelques soucis dans la société, peut-être. Oui, voilà, Oui, c'est pour bien. purger les éléments subvertifs de la société. Et d'ailleurs, Hérode, j'ai une question. En parlant de Jacques de Molay, ils avaient quel type de relation avant Philippe? Est-ce qu'ils avaient établi un contact entre eux avant l'arrestation de Jacques? Quel genre de Euh, relation ils avaient? Ça. ils n'étaient pas proches, c'est ça la réponse. Ils ont dû se voir ils ont dû se voir une fois ou deux pour des affaires. Vu qu'il était le grand maître, il a dû le croiser une fois ou deux, tu Diplomatique. vois. Ouais, des relations diplomatiques. Mais c'est la question, c'est est-ce qu'ils avaient une relation, est-ce qu'ils se connaissaient bien, est-ce qu'ils étaient proches? Non. Oui, oui, c'est ça, voilà. Est-ce Non. qu'ils se parlaient Non, régulièrement? non, mais tu vois, c'est pour ça que ça va pas dans le sens d'une malédiction un peu. Oui, on se connaissait. Non, c'était pas des amis d'enfance, hein, loin de là. Ok, ok. Donc c'est pour ça que moi l'idée de oui, enfin voilà, bon bref, vous avez compris ce que je pensais du complot. Voilà, moi j'ai la voix épuisée. Je sais pas vous, mais Ouais. je suis très déçu Ah, quand même que nous soyons si peu, hein. bon, on est pas mal, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5. 7. Oh, il y a 8 auditeurs déjà, c'est pas mal. Puis il y en a qui sont barrés entre-temps. Oui, non mais là, mais par rapport au non mais c'est toujours ça, c'est-à-dire il y a 15 personnes qui se sont inscrites, voilà, les gens me déçoivent. Je tenais à le dire. Non, je rigole. Ça fait Ils toujours sont plaisir de partis faire des se coucher. conférences, peu importe qu'on soit peu ou pas, hein, qu'on soit peu ou nombreux. Mais c'est juste quand il y a 15 personnes qui disent qu'ils sont intéressés, autant de mecs qui sont pas intéressés, parce que ça m'agace.
De noter l'intéressement ne veut pas dire forcément aussi un acte de présence. Je pense que c'est aussi un soutien pour dire que le sujet est intense. Et peut-être que si cette conférence allait enregistrer ou si elle pouvait l'être, ça permettrait aussi une rediffusion, quoi. Peut-être pour ceux qui n'ont pas pu. Elle est enregistrée. Hein. Ah ben voilà, parce que après, tu sais, parfois, il y a ceux qui ne sont pas là, mais ça n'est pas volontaire. Hein. Donc, pour la déception, n'ayons pas d'attente afin d'être justement contenté. Non, mais j'en ai jamais. Hein. Moi, j'ai fait des conférences à 3 ou 4. Moi, ça me va très bien. Les absents ont toujours tort, il faut le savoir. Par contre, IP me dit qu'il y a eu Miss France ce soir. C'est vrai? Ouais, oui. Ah, c'est pour ça que les gens sont pas là. Je comprends mieux. Voilà, il va représenter. Oh putain. Elle est de quelle couleur, Miss France? C'est une antillaise cette fois ou une trente. J'ai le plan allergie. Peu importe, parce que la France est belle quand même. Hein, donc, ne nous arrêtons pas à l'étendard, quoi, mais plutôt à la forme et à la profondeur de ce qu'elle représente, tout simplement. Une femme est censée être belle quand même. Voilà, à la base. Oula, trop de discours républicains. Bah, oui. En 2024, les critères de beauté, c'est pas vraiment ça, quoi. Si déjà elle n'a pas de piercing et tatouage, c'est déjà très bien. De toute façon, j'en ai choisi quasiment aucune jusqu'à présent, donc comme ça, c'est simple. J'ai jamais regardé Miss France, honnêtement. Moi non plus. J'ai survolé. Survolé parce que le regard et la tentation de l'œil, quoi. Voilà. Un beau shade proche de surf quand on aime la mer.